Bienvenue et merci d'être tous présents ici ce soir. Merci bien sûr aux Amis de la Cité de l'Espace d'organiser et de travailler sur le contenu des conférences, de cette conférence aussi en particulier, qui évidemment pour Toulouse revêt un caractère spécial. C'est pour ça d'ailleurs que on va avoir ce soir très certainement une salle pleine et sans doute une autre salle qui est en route, qui est prête à recevoir ceux qui voudraient suivre la conférence, mais qui sont manifestement arrivés en retard quand même. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je trouve que l'observation de la Terre à Toulouse, évidemment, moi qui suis un vieux de la vieille ici, quand je suis arrivé dans les années 81, j'ai vécu ça parce que mon épouse a fait sa thèse dans les technologies spatiales, mais en fait, dans l'observation de la Terre, elle était géologue. Et donc, j'ai connu un peu tout ce qui se faisait, enfin tout ce qui se disait à propos de l'observation de la Terre à Toulouse. C'était le tout début avec Spot, qui n'était pas encore lancé, loin de là. Et puis, on a travaillé, moi j'ai travaillé, j'ai été sur le terrain faire de la réalité terrain à partir de simulations Spot. Alors j'espère qu'on ne vous en montrera pas ce soir, parce que je pense que si on avait voulu décider Spot avec les simulations Spot, il n'y a pas grand monde qui aurait mis un peu d'argent. Et effectivement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ça, je l'ai vu sur le terrain. C'était vraiment très très mauvais. Et j'ai vu qu'après, d'ailleurs, pour Pléiade, on a mis une simulation Pléiade ici, dans le hall, elle n'y est plus maintenant. Une simulation Pléiade, manifestement, on avait tenu compte de ce qui s'était passé pour les simulations Spot, parce que c'était épouvantable. Et après, quand la première image est arrivée, on s'est dit, tiens, si on avait pu travailler avec ça, ça aurait quand même été intéressant. Donc ça a été une super aventure. Et puis j'ai connu bien sûr tous les Jean-Claude Cazot, Yann Kerr qui était le patron de thèse, et puis le GDTA, le CNES, l'industrie avec Matra Espace, et puis tout ce qui se disait, et puis la création de Spotimage qui, à l'instar des filiales que le CNES a voulu, a généré toute cette capacité à vendre les images, parce que effectivement à l'époque on travaillait beaucoup avec Landsat, hein. Il y avait Landsat, c'était génial Landsat, il y avait beaucoup de canaux, on voyait clair, la forêt était verte, enfin c'était génial. Et donc c'est vraiment super, et j'ai trouvé que l'observation de la Terre, alors évidemment, je suppose que vous n'allez pas le faire vous, donc je vais le permettre moi. Vous savez, on parlait à l'époque, et je trouvais ça épouvantable, parce que je n'ai jamais compris, et c'est pour ça que je n'étais pas ingénieur et je n'étais pas scientifique, qu'on appelait ça satellite pour occuper Toulouse, et donc le spot pour occuper Toulouse, comme si on voulait faire en fait un complexe militaro-industriel. Alors là, pacifico-industriel, parce que vraiment c'était pacifique, mais alors que c'était génial, que c'était incroyable de pouvoir tourner autour du monde et de faire ce qu'on pouvait faire avec les images satellites. Et bien entendu que je trouvais ça génial. Mais du côté des professionnels, c'était pas simple, hein. C'était dur, on n'y croyait qu'à moitié. Et c'était vrai d'ailleurs avec beaucoup d'astronomes pour les sondes spatiales, pour l'astronomie spatiale, c'était pareil. Donc c'est toujours un peu difficile sans doute quand on est dans le cambouis, dans l'affaire, d'y croire toujours quelquefois, et heureusement qu'il y a des gens qui voient loin. Et en tout cas, maintenant, on peut dire que ça a été quand même une aventure extraordinaire. Donc merci beaucoup de prendre ce biais de Toulouse, de l'observation de la Terre, focalisé bien sûr sur pas mal d'optiques, si j'ai bien compris, et pas mal de tout ça. Et puis avec Gilles et les intervenants, et toute l'industrie qui maintenant a pris en charge, parce que Spotimage, tout ça, c'était séparé, et puis maintenant, l'industrie a pris tout ça en charge, et on voit qu'à l'époque où on se demandait s'il y allait avoir un satellite qui suit, ou une filière qui suit, et où André Lebeau nous disait c'est une catastrophe parce qu'on va avoir des pertes de données, on n'arrive pas à créer des satellites, et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on s'aperçoit qu'il y a des flopées de satellites, qu'on peut faire beaucoup moins cher, beaucoup mieux, que ça marche à fond, et que bien entendu, ça va être une révolution encore pour les années qui viennent. Donc merci beaucoup de cette soirée, et puis tout à l'heure pour les questions, je crois que tu prends le relais, Gilles. Merci aux Amis de la Cité d'Espace d'avoir fait ça, et puis je suis sûr que ça va très bien se passer. Merci. Merci Philippe. Alors, peut-être juste pour rebondir sur le satellite pour occuper Toulouse, au-delà de la boutade de l'époque, c'est un peu le thème de la conférence, puisqu'on va essayer de vous montrer qu'un événement fondateur qui a été le lancement de Spot 1 était quand même à l'origine d'une filière spatiale qui est aujourd'hui très dynamique. Je pense qu'on peut revendiquer le fait que Toulouse est la capitale du spatial, mais Toulouse est peut-être d'abord la capitale de l'observation de la Terre. Dans la salle, ce soir, on est très impressionnés parce que
On a pris notre parti pris, c'est une conférence grand public. Hein, donc, mes excuses par avance pour tous les spécialistes qui sont là, mais je pense qu'on a un peu un bon échantillon de tout l'écosystème spatial toulousain, avec le CNES, les filiales du CNES de l'époque, les anciens de Spotimage, les équipes aujourd'hui Airbus Defence and Space qui produisent les images acquises par nos différents satellites. Et puis, j'espère, des gens qui découvrent ça et qui vont apprendre et peut-être apprécier autant que nous les images qu'on va vous montrer. Avant de commencer, peut-être une présentation des intervenants. On va être trois à prendre la parole ce soir. Je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, Patrick Oudry, qui est ici, va vous parler de l'agriculture, des applications au service de l'agriculture et des forêts. Et ensuite, donc c'est son domaine, il connaît bien. Vous allez devoir, comme moi, peut-être lui rappeler que la montre tourne parce qu'il va pouvoir en parler des heures. Et Michael Tonon, lui, est un profil très particulier. Alors, il travaille actuellement chez Airbus Defence and Space, mais il vient de l'IGN. Donc, lui, son domaine, c'est la cartographie. Et vous verrez tout à l'heure, c'est on pourrait dire l'application reine. Alors, Patrick ne va pas être d'accord, mais l'application reine de nos satellites d'observation de la Terre et qui a un peu structuré pas mal de choses et un peu orienté les développements qu'on fait. Ça sera un voyage à la fois dans l'espace avec les images des satellites, un peu dans le temps. On va remonter, rembobiner un peu, revenir un peu en arrière. Avant de commencer, quelques remerciements. Vous avez vu sur la liste des intervenants, il y a également Fabienne Grasini, qui travaille également chez Airbus Defence and Space, qui ne va pas intervenir ce soir, mais qui est la personne qui a permis que cette conférence ait lieu. C'est en lui parlant de cette idée de projeter des images sur un grand écran, elle a tout de suite été séduite par cette idée. Et honnêtement, c'est grâce à elle et à pas mal de gens que je vais citer maintenant qu'on a pu assembler ce diaporama avec ces images. Le défi qu'on essaye de relever, c'est de n'avoir que des images, pas de formule, pas de courbe, et on va voir si on y arrive. Je voudrais aussi remercier quelques autres personnes qui ont été très actives pour nous alimenter, nous donner accès à des... Vous allez voir, je pense, des images assez inédites. Certaines, si vous êtes curieux, si vous allez voir la galerie d'images d'Airbus Defence and Space, vous les connaissez peut-être déjà. Il y a d'autres images, je pense que vous les verrez pour la première fois. Et on a eu l'autorisation de montrer des choses très récentes qui viennent d'être annoncées dans une autre conférence à caractère plus commercial. Vous verrez un peu les derniers produits qu'Airbus Defence and Space est en train de préparer à vendre. Donc Michel Cancès, Hervé Foch qui est dans la salle aussi, Denis Letourmy qui est là aussi, qui a joué un rôle vraiment important pour préparer une bonne partie des images qu'on va vous présenter ce soir, et Pauline Sol-Wagner qui n'est pas là ce soir, qui est en l'occurrence à l'autre conférence à laquelle je faisais référence et qui nous a également beaucoup aidés. Alors on va commencer. Juste avant de parler des images des satellites Spot, c'est un peu cette image qui a donné l'idée de faire un voyage autour de la Terre avec les images satellites. En fait, ça date du confinement. J'étais bloqué à la maison et on voyait par la fenêtre les petits oiseaux, les choses inhabituelles qu'on ne voyait pas quand on était en temps normal. Mais ça manquait quand même un peu de pouvoir sortir du rayon d'1 kilomètre autour de la maison. Et au mois d'avril, avril 2020, il y a eu un anniversaire un peu particulier. C'est l'anniversaire de la mission Apollo 13, avril 70. Donc moi j'étais bloqué à la maison, j'ai regardé un peu ce qu'on trouvait sur la mission Apollo 13. J'ai refait un peu le parcours des astronautes qui ont fait le tour de la Lune et qui ont pu rentrer sains et saufs. Ça, c'est l'image qu'ils photographient. Ils sont à bord
du vaisseau. Ils ont là la conviction qu'ils sont à peu près sortis d'affaire. Ils ont fait le tour de la Lune, ils reviennent. Il reste encore 2-3 détails avant de retrouver la terre ferme, mais c'est une photo de la Terre prise depuis le module Apollo 13. Et donc c'est un peu cette image qui a déclenché l'idée de faire un voyage autour de la Terre avec de belles images. On va vous montrer ce soir pas du tout ce genre d'image. Ça, c'est l'image météo qu'on peut voir, le satellite d'observation. C'est aussi des satellites qu'on fabrique à Toulouse. Celle-là, elle date d'aujourd'hui, en tout cas pour celle du matin et celle du milieu de journée. L'automne est déjà bien engagé. On le voit avec le terminateur, l'ombre, la limite entre l'ombre et la lumière qui se réincline à nouveau. Elle va s'incliner de plus en plus jusqu'à cet hiver. Voilà un peu des images dont on ne va pas parler ce soir. Ce qu'on va vous montrer, c'est plutôt une autre type d'orbite. C'est des satellites qui sont tout près de la Terre, à quelques centaines de kilomètres, entre en gros 600 et 800 kilomètres d'altitude. Et donc c'est la famille qui a démarré avec Spot 1 en 1986 et qui est en train de s'agrandir, famille nombreuse, puisqu'on va lancer dans quelques semaines les 2 derniers satellites Pléiades Néo. Il y en a déjà 2 en orbite, et donc on va avoir 4 frères et sœurs, Pléiades Néo, en orbite autour de la Terre, avec une capacité d'acquisition extraordinaire. Techniquement, c'est ce qu'on appelle des orbites héliosynchrones. On a des satellites qui passent à peu près au-dessus des pôles et qui, en utilisant la rotation de la Terre, vont balayer successivement les différentes régions du monde. Donc, contrairement aux satellites géostationnaires, ils ne voient pas la totalité d'un hémisphère à un instant donné, mais ils sont beaucoup plus près, avec des instruments d'observation beaucoup plus sophistiqués, en gros un gros téléobjectif, et ils vont pouvoir donner des images très détaillées. Alors, l'événement fondateur, c'est février 86, le lancement de Spot 1 par une fusée Ariane. Vous avez ici les couvertures de la dépêche. Et à l'époque, sur la partie droite, on voyait même de la publicité dans les journaux. Le CNES faisait la publicité pour le satellite Spot 1. Alors, d'où ça vient tout ça? Les premiers satellites sont des satellites espions. Les premiers satellites d'observation, c'est des satellites espions. Ce que vous voyez ici, c'est la mer d'Aral. Alors pourquoi les satellites d'espions surveillaient la mer d'Aral? Pas parce qu'ils anticipaient sa disparition, mais parce qu'un peu à l'est, on a la base de Baïkonour. Et c'est là que se préparait, en 64, c'est la course à la Lune, les préparatifs du lancement de la fusée lunaire N1 soviétique. Les Américains voulaient savoir où ils en étaient et s'ils allaient relever ou pas le pari de Kennedy. À l'époque, on est dans de la pellicule. Hein. Le satellite prend des photos sur une grosse pellicule. Ça ressemble beaucoup au projecteur qu'il y avait ici il y a quelques années, le projecteur IMAX, le film IMAX qui était utilisé dans cette salle avant de passer en numérique. C'est à peu près le type de film qui était embarqué à bord de ces satellites Corona, récupérés par parachute. Donc vous voyez là les opérateurs qui vont ramener la pellicule pour la développer. C'est un peu comme les régisseurs aujourd'hui, mais ils sont peut-être plus sereins que les 2 opérateurs qui sont là à l'arrière de l'avion. Juste pour la petite histoire, la mer d'Aral, il y a une semaine, elle ressemble plus beaucoup à ce qu'on voyait. Bon, c'était en noir et blanc, mais la mer d'Aral, c'est maintenant un souvenir. Hein. On en reparlera tout à l'heure peut-être avec Patrick et la culture du coton. Voilà le type d'image de Baïkonour. Ça, c'est après un essai de lancement, alors un échec. Hein. La fusée N1 n'a jamais été sur la Lune. Elle n'a jamais eu de lancement réussi. Voilà une photo déclassifiée d'un des satellites Corona. En réalité, à Toulouse, ce qui va faire la réputation de Spot, c'est cet événement. Cet événement, c'est quelques mois après le lancement. On est en avril 86.
c'est l'explosion de la centrale de Tchernobyl. À l'époque, c'est le satellite Spot qui fournit les premières images qui sont utilisées publiquement. Il y avait des satellites espions déjà, mais c'est le satellite Spot qui est programmé pour vérifier qu'il se passe quelque chose à Tchernobyl. Donc ça montre déjà un peu aussi l'usage des satellites, c'est voir ce qu'on cherche à voir partout sans être bloqué par les frontières. La première image Spot 1 de 86, elle est acquise le 1er mai. Pour la petite histoire, le nuage radioactif, c'est une centrale nucléaire en Suède qui détecte qu'il y a une radioactivité un peu excessive et qui, dans un premier temps, pense qu'il y a un problème à la centrale, mais en regardant la propagation les vents et la prévision de propagation, assez vite, ils ont un doute sur le fait que c'est autour de Tchernobyl qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur ces images. Donc là, c'est du Spot 1. La résolution, à l'époque, est de 10 mètres. On voit un panache de fumée sur le réacteur numéro 4, dans le cercle orange. Alors ça, c'est ce qu'on fait en 86. 10 mètres, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de résolution, disons, à usage civil. Les Américains ont les satellites Landsat, mais qui n'ont pas le même niveau de résolution. Donc ça a été marquant pour la carrière, pour l'avenir des satellites Spot. Je passe un peu. Voilà ce qu'on fait il y a quelques années avec les satellites Pléiades, donc le Pléiade 1A et Pléiade 1B, les deux satellites qui fournissent des images échantillonnées à 50 cm aujourd'hui. Là, on suit à cette époque l'installation pas du sarcophage, mais du dôme qui va recouvrir le sarcophage initial du réacteur numéro 4. Là, il n'est pas encore en place. Et là, c'est quelques mois plus tard. L'image, on est en hiver, l'image à nouveau du satellite Pléiade, avec le sarcophage qui a été le container en fait, qui a été mis au-dessus du sarcophage. On ne trouve plus le nom de ce demi-cylindre. Voilà ce qu'on fait de mieux à l'époque en 2016. Et alors là, je pense que vous allez voir des images qui n'ont pas été encore montrées. Voilà une image de Pléiade Néo qui date du mois de mars, il y a quelques mois. Pléiade Néo, donc résolution de 30 cm, ce qu'on fait de mieux au niveau commercial aujourd'hui. Image, on peut le voir ici avec une forte inclinaison, une forte visée qui donne un effet de relief et de perspective qui est intéressant d'ailleurs ici, qui permet de bien comprendre la structure. Et alors, juste en un avant-goût de ce qu'on évoquera tout à l'heure, voilà une image un peu plus ancienne, mais qui a été retraitée, j'en parlerai tout à l'heure. Ici, c'est également une image Pléiade Néo, mais qui a subi un traitement d'amélioration de la résolution pour fournir des images à 15 cm de résolution. Donc ça, c'est les derniers travaux. C'est des travaux en cours. Ils ont été annoncés publiquement il y a quelques semaines et ça fait l'objet d'une communication pendant la conférence. On a eu l'autorisation de montrer ces images in extremis ce soir. Alors, avant de rebalayer un peu les images, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est numériser la Terre. Alors la Terre, c'est ça. Voilà, il y a une poignée. 12 000 km de diamètre. Quand on veut des images très détaillées de n'importe quel endroit du monde, le plus souvent possible, assez vite, quand on fait les multiplications, on arrive à des chiffres énormes. Donc le défi des gens qui fabriquent des satellites ou qui vont mettre en place des satellites pour fournir des images, c'est de régler un peu ce problème de couvrir beaucoup en voyant les détails. Alors, on reparle un peu de la défense et des militaires, juste pour donner une idée de ce qu'il faut avoir comme résolution pour reconnaître
identifier, décrire un objet. Ça, c'est typiquement les mots décrire, identifier, détecter, identifier, décrire. C'est le jargon des photo-interprètes militaires. Et là, vous voyez dans les petites vignettes, c'est un Sukhoi 35 qui est malheureusement très connu en ce moment, avec des simulations à différentes résolutions. Vous voyez que la bascule se fait autour de entre 50 et 30 cm, 25 et au-delà, on commence à avoir des images extrêmement détaillées. C'est un peu la justification aussi de la course à la résolution. Ce n'est pas la seule justification, on va en reparler avec la cartographie tout à l'heure. Pour fixer les idées, donc Pléiades Néo, aujourd'hui, on fait du 30 cm en sortie de l'instrument du satellite et on fournit des images avec un niveau de détail, disons, calculé de 15 cm avec les derniers traitements qui sont faits ici à Toulouse. Pour fixer les idées, pour donner une petite analogie de ce que ça représente, Pléiades, il est à... Alors, Pléiades Néo, alors ça, c'est un satellite Pléiades en carton. Je ne sais pas si vous le voyez bien. La taille ici, c'est à peu près l'équivalent d'un satellite 1U dans les CubeSat, les petits satellites que les étudiants ou certaines... Le vrai Pléiades est un peu plus gros, hein, il est plus grand que moi. Le Pléiades Néo est plus compact, mais en gros, si on le représentait autour de la Terre, il serait pratiquement au ras des pâquerettes. Hein. Il est en orbite à 700 km d'altitude. Pléiades Néo, de tête, je dirais 620 km d'altitude. Et en gros, c'est la distance Paris-Toulouse. Donc, Pléiades Néo, c'est voir un détail de 30 cm depuis Toulouse en regardant à Paris. Si je suis debout sur la tour Eiffel, la distance à peu près entre mes deux épaules, c'est une trentaine de centimètres. Donc, avec l'instrument de Pléiades Néo pointé sur la tour Eiffel, je passe sous silence la rotondité de la Terre et 2-3 détails, mais on peut voir un individu debout sur le premier étage de la tour Eiffel depuis Toulouse. Voilà l'idée un peu des détails de 30 cm à 620 km d'altitude. Un aspect que je n'ai pas mentionné qui est déterminant, et là je pense que Michael va en reparler pour la cartographie, il y a la résolution, mais il y a aussi alors quelque chose qui est peut-être un peu moins intuitif à comprendre, c'est ce qu'on appelle la précision de localisation, c'est-à-dire de pouvoir dire qu'un pixel venant d'une image correspond à telle position précise. Et là, on parle d'une erreur, d'un cercle de probabilité. Le CE90, c'est en gros, il y a une probabilité de 90% que l'objet qu'on a vu se trouve dans un cercle de 3,5 mètres de rayon. Donc ça, c'est déterminant pour les gens qui font, à partir des images, de la cartographie, des modèles 3D, et en gros, qui vont mettre en correspondance des images nouvellement acquises avec des produits cartographiques déjà existants. Une image pour vous donner une idée de l'évolution dans la famille. Là, vous avez de gauche à droite un extrait. Alors, on est sur le... Alors, je dis toujours le nid d'abeille, mais le nid d'abeille, c'est sur le satellite. Là, c'est le nid d'oiseau, le stade olympique de Pékin. Sur la gauche de l'image, une image spot 6 ou spot 7. Au milieu, une image Pléiade. Et à droite, un extrait d'une image Pléiade Néo. Ce sont 3 extraits d'images. Elles ont toutes été acquises le même jour, le 4 février. Voilà, je reviens en 2 minutes sur l'amélioration de la résolution. Voilà, on est à Singapour ici, dans le fameux jardin de la baie, je crois, avec les cerfs. C'est considéré comme un des plus beaux jardins du monde. Alors, je vous laisse juger. Ça, c'est l'image Pléiade Néo, en gros, en sortie, le traitement de base. Et voilà ce que certains de nos collègues font aujourd'hui avec du traitement qui utilise de l'intelligence artificielle pour améliorer la résolution. Je ne sais pas si ça vous saute aux yeux. Je rebascule entre les 2 images. Il y a quand même un petit peu d'amélioration, notamment vous pouvez le voir sur les courbes, sur les contours et sur la texture de la cime des arbres.
Ça, c'est fait au sol, hein, c'est du traitement. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a dans la salle probablement une bonne partie des gens qui travaillent sur les traitements au sol. On parle beaucoup des satellites, mais aujourd'hui, on va surtout parler de ce qui se fait une fois les images reçues au sol. Ça, c'est un traitement qui est fait maintenant de manière automatique sur les images reçues à Toulouse. Même type de traitement. Alors ici, on est juste, on est à la maison, on va dire. C'est la Cité de l'Espace avec le même type d'image, Pléiade Néo, retraité pour améliorer la résolution. Si vous ne connaissez pas la Cité de l'Espace, j'espère que ça vous donnera envie de la visiter. On voit bien le terrain martien. Un petit souvenir pour les 50 ans d'Apollo 11, la fusée Ariane, le LEM, etc. La station Mir. Et ça, c'est, je pense, une image pour Philippe Drono. On voit le début des travaux autour du Terradome pour préparer le futur simulateur de vol spatial qui sera bientôt à la disposition du public. Alors, la résolution, le niveau de détail, c'est une chose. La contrepartie, c'est qu'on va utiliser un instrument, un télescope, on pourrait dire un téléobjectif pour faire une analogie avec la photographie, de plus en plus directif, qui grossit de plus en plus. Donc on va réduire le champ d'observation. Donc le dilemme de tous les gens qui font de l'observation de la Terre, qui conçoivent les satellites ou qui réfléchissent à leur mise en œuvre, c'est comment augmenter la résolution sans réduire trop le champ de vue par un passage du satellite. Vous voyez là, le carré orange, c'est en gros, c'est approximatif, hein, c'est ce que voit le satellite européen Sentinel-2 quand il passe au-dessus du sud-ouest. Il capture, il acquiert en une seule image une zone qui fait 290 km de large. C'est à peu près les Pyrénées. Là, on voit bien d'ailleurs ici la neige. Il n'y a pas trop de nuages ce jour-là. Il y a de la fumée, mais il n'y a pas trop de nuages. C'est une image qui date du 13 juillet. Vous voyez aussi les teintes jaunâtres qui, quand on connaît un peu ce genre d'image, indiquent qu'il n'a pas plu depuis un moment. Spot 6-7, c'est le carré vert, 60 km, ici centré à peu près sur Toulouse. 60 km, une résolution d'1,50 m. Pléiade, j'allais dire le premier Pléiade, le couple Pléiade 1A, 1B, c'est les 20 km, le petit carré bleu qui est centré ici sur l'incendie de Landiras. L'incendie vient de démarrer, hein, c'est le lendemain du démarrage de l'incendie. Et Pléiade Néo, le tout petit carré, 14 km, qui là est centré sur la dune du Pilat. Alors, j'avais dit pas de formule, en voilà quand même deux. On a aujourd'hui deux Pléiades Néo en orbite, on va bientôt en avoir deux nouveaux, fin novembre, si tout se passe bien, lancés à bord d'une seule fusée Vega C. On attend ça avec impatience. Ce choix d'augmenter le nombre de satellites, c'est une des façons de compenser la perte, la diminution de la fauchée, de la largeur de prise de vue et de garder une capacité d'image importante. Donc avec les deux satellites actuellement, qui sont légèrement décalés, on arrive à couvrir 2 fois plus qu'un satellite, et avec 4, ça sera encore plus. Il y a un deuxième point que je n'ai pas mentionné. J'ai parlé du gros téléobjectif pour voir des détails. Il y a un autre élément qui est très important sur un appareil photo ou une caméra. Typiquement, pendant un match de foot, si on veut faire un gros plan du joueur qui vient de marquer un but et qui sourit devant les supporters, il y a la qualité du téléobjectif, il y a la qualité du trépied. Dans les tribunes, il va falloir suivre le visage du joueur qui court sur le terrain. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les satellites l'agilité. Les premiers satellites Spot avaient un miroir qui pivotait. Aujourd'hui, avec Pléiade et Pléiade Néo, avec Spot 6 et Spot 7, le choix qui a été fait, c'est de dépointer rapidement l'ensemble du satellite. Le satellite est pratiquement construit autour de son télescope, de son instrument d'observation, pour aller viser une zone à l'écart de la trace du satellite au-dessus de la Terre.
La trace elle-même, si on ne pouvait pas la bouger, on serait limité à un couloir de 14 km avec Pléiades Néo, 14 km de prise de vue, par rapport à la circonférence de la Terre de 40 000 km, je vous laisse calculer le nombre d'orbites qu'il faut pour avoir couvert la totalité de la surface de la Terre. Ce dépointage, qui est permis par l'agilité du satellite, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est ça qui augmente la capacité d'acquisition sans trop dégrader la résolution du satellite. Comme on vise de manière un peu oblique, la résolution ne va pas plus être tout à fait la résolution qu'on a à la verticale du lieu, mais va être un petit peu moins bonne parce qu'on a une visée oblique. Voilà un peu ce qui explique le choix d'avoir une constellation. Le but étant d'arriver à avoir des capacités d'acquisition de plusieurs millions de kilomètres carrés par jour. Un dernier point, j'avais dit pas de courbe, en voilà une. Les bandes spectrales, contrairement à l'œil humain, le satellite va pouvoir aller explorer aussi des longueurs d'onde qu'on ne voit pas nous directement. Typiquement, on va aller vers l'infrarouge, le proche infrarouge, et puis, alors, surtout le proche infrarouge pour nos satellites optiques, et ça va être déterminant pour tout ce qui est végétation. Je vous donne un exemple, pas sur la végétation justement. Voilà une image Sentinelle-2 qui a été prise le fin janvier. Une belle journée dans les Pyrénées, un peu moins bonne à Toulouse parce qu'il y a une belle couverture nuageuse. Vous voyez, nuages et neige, c'est tout blanc. Si on avait des nuages au-dessus des Pyrénées, ça serait difficile de distinguer la neige des nuages. L'utilisation de certaines bandes spectrales, ici, ce qu'on appelle les bandes SWIR, pour de l'infrarouge à courte longueur d'onde, permet de distinguer beaucoup plus nettement la neige des nuages. Bon, j'aurais pu donner un exemple sur les feux, où il y a également des avantages, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc voilà un peu pour l'introduction. Maintenant, on va aborder successivement trois grandes catégories d'applications. Je vais commencer par vous parler un peu de catastrophes naturelles, le rôle des satellites en cas de catastrophe naturelle, sécurité et climat, avant de passer la parole à Patrick et à Michael. Bon, j'ai choisi deux exemples avec l'aide de Fabienne et de Denis. Évidemment, les incendies de Gironde cet été, c'est déterminant. Vous avez vu tout à l'heure l'image d'un satellite champ large MODIS, résolution modeste. On a beaucoup travaillé pour les pompiers et la protection civile pendant l'été. Voilà une image d'un satellite européen qui s'appelle Sentinelle-2. On est ici sur le feu de Landiras, quelques jours après le départ du feu. Donc on est en couleur naturelle. Ici, on voit déjà une bonne partie des jaunes brûlés. On a malheureusement la situation qui avait commencé la veille du côté de la dune du Pilat. Là, on est au sud de la dune avec du spot 6. Et voilà ce que donne Pléiades Néo. Donc vous voyez un peu les différentes catégories d'usage. Voilà l'image à 30 cm sur un des campings qui a brûlé dans la nuit du 18 au 19. Cette image est acquise le lendemain. Bon, c'est vraiment impressionnant de voir ces images en termes de dégâts. On voit aussi en termes de différentes résolutions. On retourne à côté de Landiras ici avec des zones brûlées, couleurs naturelles. On voit aussi le travail des pompiers là, qui ont préservé la maison isolée. C'est une partie de leur mission, hein, c'est-à-dire d'abord sauver les vies et préserver le plus possible les infrastructures. Là, il y a 2 semaines, je reviens du Sentinelle-2, mode SWIR. On voit les zones brûlées a posteriori, donc la grosse tache brun sombre Landiras, à côté de la dune du Pilat donc, et Cazaux, donc toute la zone brûlée du feu de la dune du Pilat, et également au nord, plus récemment,
le feu à proximité de Lacanau. On voit ici vraiment un usage plutôt, c'est plus les pompiers, là on est plutôt dans des usages de faire l'inventaire des dégâts a posteriori. Je pense que Patrick reviendra tout à l'heure, mais si on a aussi une cartographie de l'occupation des sols, des forêts au préalable, on peut de manière assez détaillée dire ce qu'on a perdu. On va changer de continent. Alors, je ne vais pas parler du lancement de la SLS parce qu'il n'a pas encore eu lieu, mais on s'y préparait. On est à Toulouse, chez Airbus. On est très intéressé par ce lancement parce qu'à bord, il y a le fameux module Orion qui va amener normalement des hommes, à nouveau des hommes et des femmes, sur la Lune pour un premier vol automatique qui était prévu en septembre. Airbus fabrique le module de service de la capsule Orion. Donc c'est un héritage de l'ATV, ça pour ceux qui ont suivi l'aventure de l'ATV. Donc chez Airbus, on aime bien regarder ce que deviennent nos bébés. Et là, on s'attendait à voir le lancement d'Artemis. Alors malheureusement, il a été reporté pour plusieurs raisons, mais le dernier report, il est dû à un garçon qui s'appelle Yann, c'est l'ouragan Yann, qui, là on le voit, alors il n'est pas pris par un de nos satellites, là c'est un satellite plutôt dans la catégorie des satellites météo en orbite basse, NOAA 20, ça ressemble à peu près à ce que ferait Sentinel-3 aujourd'hui. Hein. On a superposé le trait de côte, l'œil de l'ouragan est juste au moment où il va toucher la côte au niveau d'une ville qui s'appelle Fort Myers. Alors je ne sais pas, vous avez dû voir des images à la télévision des dégâts à Fort Myers. Les images satellites sont quand même souvent assez spectaculaires. Voilà une série de couples d'images avec une image avant le passage de l'ouragan, une image qu'on avait en archive, une image du mois d'avril, et des images qui sont prises le lendemain du passage. Je ne décris pas les images, vous voyez un peu les dégâts que ça crée. Voilà une autre zone, on est toujours à Fort Myers. Donc vous voyez un peu l'impact. Et la dernière, un peu de petit clin d'œil si on peut dire, les navires au milieu des arbres. Voilà pour la gestion de crise. Un mot sur la sécurité. Sur les applications qu'on a pour utiliser un peu les satellites pour surveiller ce qui peut se passer. On est ici au Brésil, pas très loin de la Guyane. On n'est pas en Guyane, on est dans une appli. C'est Hervé là, qui est dans la salle qui nous a passé ces images. C'est un travail sur l'orpaillage illégal. Et donc voilà une image, une zone d'orpaillage, là sans commentaire. Et juste à titre, une autre, donc l'orpaillage, c'est d'abord de la déforestation, hein, puis ensuite de la pollution des eaux. Et voilà un peu le travail qui peut être fait par des photo-interprètes pour suivre de près, comprendre ce qui se passe. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que signifie la production, l'extraction de l'or par filtration, etc. Mais c'est assez dévastateur en termes d'environnement et d'environnement. Accessoirement, c'est pas simplement du petit bricolage artisanal. Hein. Là, vous voyez que sur les images satellites, il y a eu aussi une détection de pistes. Alors pas des pistes avec du bitume, mais des pistes en terre. Mais on trouve aussi des avions, des hélicoptères dans ces zones d'orpaillage. Voilà typiquement le type d'activité qu'on peut faire avec des images à 30 cm de résolution. Avant de passer la parole sur l'agriculture, un mot sur le climat, alors avec quelques exemples sur des glaciers. Ici, c'est le glacier d'Uppsala, la limite entre Argentine et Chili, au sud de l'Amérique du Sud. Voilà des images acquises en fin d'année dernière. Alors, c'est l'été à ce moment-là, hein, dans l'hémisphère sud. On est au mois de décembre. Voilà le type de détail. Alors là, c'est des images, on les a mis pour le côté spectaculaire, mais notamment à Toulouse, dans des labos comme le Lagos, il y a eu, et
et ailleurs, il y a eu pas mal d'études sur l'utilisation de ces images pour voir un peu l'accélération du retrait des glaciers, etc. Voilà. On peut trouver ça joli, mais c'est surtout assez inquiétant. Un autre exemple qui est beaucoup plus peut-être spectaculaire, on remonte plein nord, on est à l'est du Groenland. Merci Denis et Fabienne pour ces images. Voilà une image Spot 6 qui est prise au mois mi-juillet, à peu près où les feux démarrent en Gironde. Alors sur cette image, on voit de la glace qui se disloque. C'est intéressant, on peut aussi trouver ça esthétique. Ce qui est plus intéressant, c'est de la comparer avec une image qui est prise un an plus tôt, à peu près à la même date. Vous voyez la différence entre l'image du haut et l'image du bas. Les scientifiques qui travaillent là-dessus, eux, n'ont pas trop de doutes sur les explications qu'il faut donner à ça. C'est bien l'accélération du... Il y a certainement des effets peut-être liés à la chaleur particulière de cet été, mais les gens qui regardent ça dans la durée sur plusieurs années, et on a des archives maintenant de plusieurs dizaines d'années, ils peuvent en tirer des conclusions assez claires sur l'accélération du changement climatique, notamment dans les zones polaires, les zones de glace. Voilà, je vais en rester là pour cette première partie, introduction et catastrophes naturelles, et je vais passer la parole à Patrick, qui va nous parler d'agriculture et forêt. Merci Gilles, bonsoir. Je suis un peu ému parce que c'est un peu, vu l'audience, c'est un peu toute ma carrière à Toulouse là, en un concentré, quand je suis arrivé en 94. Donc ça me fait drôlement plaisir. Alors, on va commencer par cette belle image là, du dragon chinois qui veille sur les rizières. Je voulais profiter de ce moment pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Et quand on parle agriculture, télédétection Toulouse, forcément on pense à lui, c'est Michel Gay. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont connu. C'est quelqu'un qui a formé des générations d'agronomistes spécialistes en télédétection. Je pense qu'il a accompagné tout l'écosystème d'entreprises, Spot Image, Scott, le GDTA, de par sa présence, de par son implication dans les projets, de par la formation des étudiants qui aujourd'hui sont nos collègues et eux-mêmes maintenant transmettent ses connaissances. Michel est parti en 2021, il aurait eu une place vraiment tout à fait privilégiée et je pense à lui ce soir. Alors, l'agriculture, effectivement, on pourrait en parler des heures. Je vais faire juste quelques petits spots sur à quoi ça ressemble et quelles sont un peu les grandes familles d'applications. Je vais en oublier, donc excusez-moi, mais c'était un petit peu pour faire un petit tour d'horizon. L'observation de la Terre a quand même été déterminante sur un certain nombre de sujets, que ce soit le contrôle, que ce soit les statistiques, la sécurité alimentaire, on va voir tout ça. Et la télédétection a joué un rôle vraiment capital dans l'amélioration des pratiques et l'accompagnement des pays dans leur développement agricole ou dans leur révolution verte. Alors là, cette image m'a fait amuser. J'espère que ça va être le cas pour vous. Ça m'a rappelé l'époque où on était très content de voir la végétation en rouge. Alors, ça m'a vraiment choqué parce que pendant des années, on était très content de montrer que la végétation est rouge. C'est peut-être ce qui a aussi un peu ralenti l'appropriation par les agriculteurs. Parce qu'on leur a expliqué que la végétation est rouge et ils avaient un peu du mal à comprendre. Alors, heureusement, Google est venu nous rappeler à la réalité que la végétation était verte. Mais voilà, ce n'est pas des champs de coquelicots, c'est un peu la façon dont on voit la végétation depuis un satellite. Gilles l'a rappelé tout à l'heure. Le satellite voit dans des longueurs d'onde qui ne sont pas accessibles à l'œil humain. Et comme la végétation réfléchit un peu plus dans le rouge que dans le vert, ou dans le proche infrarouge que dans le vert, eh ben, on a une caractérisation de la végétation beaucoup plus fine et beaucoup plus nette dans des longueurs d'onde qu'on ne voit pas avec l'œil. C'est bien dommage. Mais heureusement, aujourd'hui, on a les outils pour transformer tout ça en végétation verte et c'est quand même plus sympa. Donc là, c'est des images un peu de paysages agricoles. Donc l'agriculture, ça occupe une grande partie de nos terres émergées. Donc là, on a deux paysages aux États-Unis. À droite, ce paysage bien carré en Californie. La Californie, c'est 1% des surfaces arables aux États-Unis, c'est 25% de la valeur économique de l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'ils ont concentré toutes les cultures à très forte valeur ajoutée. Les amandes, les vignes, etc., etc. Alors ça se fait à un coût environnemental pas nul, puisque c'est des cultures très irriguées. Et aujourd'hui, ils ont un gros problème, c'est la durabilité de leur système agricole. Ils sont même en train d'arracher des hectares entiers d'amandiers parce qu'ils ne peuvent plus les irriguer.
Il y a de l'amélioration, il y a du goutte à goutte, mais ils ont trop pompé dans la ressource en eau. À gauche, vous avez un paysage, là on est plutôt dans le Kansas. On voit bien le pattern habituel des cultures irriguées par pivot. Je vois rien du tout. Ici, voilà. Donc les fameux ronds avec les pivots d'irrigation, donc paysage assez commun. Et cette problématique de l'eau, on la retrouve un peu partout sur Terre. Hein. L'agriculture, c'est pas très compliqué. Il faut du sol, il faut un climat avec de l'eau, et ça pousse. La problématique en eau est quand même maintenant déterminante et pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de régions. Alors quand on parle de l'eau, là, on est sur une des plus grandes fermes de coton du monde. C'est en Australie, donc c'est la ferme Kabi, à la frontière entre le New South Wales et le Queensland. Donc c'est des paysages assez semi-désertiques, hein, très arides. Le coton a la particularité, il faut qu'il fasse très chaud et beaucoup de soleil, mais avec beaucoup d'eau. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais il y a quand même une demande qui ne fait que croître pour le coton. Juste pour vous donner une indication, les petits carrés verts là qu'on voit, ici, là. Donc ce sont des bassins qu'on remplit d'eau pour faire de l'irrigation. Alors c'est pas très perfectionné comme système, c'est de l'irrigation par gravité. C'est-à-dire on remplit un bassin, puis après on laisse l'eau s'écouler. Alors vous imaginez qu'en milieu semi-aride, l'efficience de l'irrigation n'est pas top. Il y a beaucoup qui part en évaporation et en absorption. Et en fait, l'image satellite a permis de déterminer que pour remplir ces bassins, en fait, ils avaient détourné la rivière. Donc là, le gars n'était pas trop embêté. Il a complètement détourné l'eau de la rivière dans une zone semi-aride. Donc ça a posé un petit peu des problèmes sur la partie aval. Mais l'image satellite remonte bien l'ouverture d'une forme d'écluse ou de pont entre ces bassins et la rivière. Alors quand on parle d'irrigation, il y a d'autres. Là, on est complètement à l'opposé. On est au Kenya. Donc là, on est sur des cultures de rente qui représentent quand même une grosse partie des surfaces agricoles. Donc c'est des cultures destinées à l'export, vraiment sur des démarches très commerciales. Là, on est sur de l'agriculture vivrière, donc plutôt pour de l'autosubsistance, agriculture villageoise. On est sur du micro-parcellaire, on est au Kenya, et là, le seul moyen d'irriguer, c'est la pluie. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui utilisent l'observation de la Terre, l'image, pour accompagner les filières. Le gouvernement, dans l'attribution des fertilisants, par exemple, avec l'explosion des prix, ils ont tout intérêt à s'assurer que tous les fertilisants qu'ils donnent vont bien vers de la culture vivrière pour donner à manger un petit peu à toute la pollution et n'est pas détourné à des besoins de culture de rente type coton, etc. Donc il y a des vrais enjeux de surveillance et de gestion de la ressource et de l'argent public. Donc c'est des sujets sur lesquels un certain nombre d'entreprises à Toulouse travaillent. Alors, quand on regarde les grandes familles d'applications autour de la télédétection et plus spécifiquement de tous les satellites qui ont été construits à Toulouse, hein, donc Spot, Sentinelle, Pléiade Neo. Donc là, c'est un paysage au Mexique, donc vous voyez quand même que c'est massivement occupé par de l'agriculture. Au Mexique, historiquement, on a eu un très gros programme qui a massivement utilisé l'imagerie Spot, c'était pour le contrôle. En fait, les États déclaraient leur production au niveau fédéral, il y avait des subsides en fonction de leur niveau de production. Il y a eu un peu de triche, il y a eu un peu de camions qui passaient la frontière la nuit, qui la repassaient le lendemain, le jour, etc., pour augmenter les niveaux de production. Donc, l'État fédéral a voulu contrôler les déclarations des États, avoir sa propre idée des niveaux de production. Et ça a été une grosse application un petit peu générale. Ça a été les statistiques agricoles. Qu'est-ce qui pousse, où? Est-ce que ça pousse bien? Est-ce qu'on va avoir un surplus ou une production moins importante que l'année d'avant? Ça intéresse les traders sur des positions de marché. Ça intéresse les pays, surtout ceux qui sont à la limite de l'export-import sur des commodités agricoles. Est-ce que je vais acheter sur les marchés ou est-ce que je vais vendre sur les marchés? Et puis, bien sûr, tout ce qui est contrôle. En Europe, depuis l'origine de la télédétection, il y a un programme qui s'appelle MarsPac, où toute la politique agricole commune est surveillée par satellite. Dans les années 2000, le satellite rentre dans le cockpit des tracteurs. Alors il a fallu un peu de temps parce que d'abord il a fallu expliquer à un agriculteur que depuis l'espace on voyait des choses que peut-être lui ne voyait pas sur son exploitation. C'est pas facile, ça prend du temps, il faut le convaincre. On a mis du temps à le faire. Il a fallu aussi expliquer que le pixel, c'est pas la denrée ou l'ingrédient que l'agriculteur voulait. Lui, il voulait une donnée agronomique. Il veut une dose d'azote, il veut une quantité de phytosanitaires ou de régulateurs de croissance. Donc il a fallu travailler avec des instituts techniques. Et ça a été un
un gros travail que toute la communauté toulousaine, hein, toutes les entreprises ont fait pour faire des produits à plus forte valeur ajoutée, où on oublie le pixel, mais on arrive à aller vraiment proche de la plante. Alors c'était le bon moment, bon temps, parce qu'on parlait physiologie des plantes, agronomie, les data scientists étaient en culotte courte, vous expliquez pas comment il fallait faire, mais l'intelligence artificielle n'était pas encore là, il y avait l'intelligence humaine qui prévalait. Et ça a permis de faire quand même des choses très bien. Et aujourd'hui, c'est des services totalement opérationnels. Il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont aujourd'hui surveillés par les satellites avec des produits comme ça, qui accompagnent les agriculteurs tout au long de leur saison pour les aider à mieux fertiliser, à être plus efficients. Et aujourd'hui, ça prend une importance toute particulière dans l'optique de la transition agroécologique, je reviendrai dessus, et donc la réglementation et la demande citoyenne, hein, qui est de mettre moins d'intrants dans les champs. Donc là, le satellite prend encore plus d'importance parce que les outils de la décision, ils sont de plus en plus déterminants. Au milieu des années 2010, une révolution, c'est le lancement de Sentinel, le Sentinel-2. Et d'un coup, on a globalement partout, à une résolution tout à fait intéressante pour les grandes cultures, une donnée où toutes les semaines, on peut regarder les champs pousser. Donc là, ça va ouvrir des tas de nouvelles applications, de nouveaux cas d'usage. Donc on va pas fournir l'image, parce que l'agriculteur, l'image, il s'en fiche un peu. On va lui donner, comme j'ai présenté avant pour Farmstar, une donnée à plus forte valeur ajoutée, qui peut être couplée à du modèle agronomique ou alors directement une donnée issue d'un traitement du pixel. On va lui donner la quantité de feuilles, on va lui donner le taux de chlorophylle, on va lui donner des indicateurs proches de la biomasse, proches du statut azoté de la plante, qui vont vraiment lui permettre, tout au long de la saison, d'observer la croissance de sa plante. Est-ce que quelque chose se passe bien ? Est-ce qu'il y a une efficience de l'irrigation, de la fertilisation, ou est-ce que je dois mener un itinéraire technique particulier pour récupérer une situation ? Là, on voit bien, hein, de la variabilité intraparcellaire qui se manifeste à un moment donné. Et ça a ouvert des cas d'usage très intéressants. Les assurances, qui elles sont très très intéressées quand ils ont une déclaration de sinistre, mais est-ce que c'est vraiment un sinistre lié au climat ou est-ce que c'est une mauvaise gestion ? Donc ils sont toujours intéressés par l'image d'après qu'on savait faire auparavant, mais c'était compliqué d'avoir partout l'image d'avant, parce qu'on ne savait pas qu'il allait se passer quelque chose. Les pouvoirs publics, la Commission européenne a demandé à tous les États membres de complètement changer et de révolutionner le contrôle de la PAC. Et là où c'était 5% des surfaces par photo-interprétation avec de l'image haute résolution, où donc des experts regardaient tout ce qui avait été déclaré par l'agriculteur, qu'est-ce qu'il avait mis quelle était la culture qu'il avait mis dans son champ, est-ce qu'il avait mis des bandes enherbées, est-ce qu'il avait taillé ses haies, etc. Aujourd'hui, la Commission demande aux États membres de le faire sur 100% des cultures de façon totalement automatique. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'on a les satellites comme Sentinel, qui observent de façon, je dirais pas quotidienne, mais hebdomadaire, les champs, et on peut les voir pousser. Dernier cas, alors quand on parle de transition agroécologique, c'est le gros sujet, puisque bien sûr, il y a urgence, et l'agriculture peut prendre sa part. Il y a des capacités de stockage carbone dans les sols qui sont massives, qui sont liées à des pratiques un petit peu différentes, des choix de rotation de culture différentes de ce qu'elles étaient avant, donc de cesser la monoculture. Dans la région, on a quand même pas mal de monoculture de maïs, passer sur des rotations un peu plus vertueuses qui vont stocker du carbone et pas en déstocker, planter des haies, retrouver de la protection des cours d'eau comme ici. Un problème avec le curseur, voilà. Ici, les bandes enherbées, on les voit bien le long de la rivière. Donc ces bandes enherbées, elles ont juste une vocation, c'est d'empêcher le ruissellement des eaux potentiellement polluées avec des phytos dans les cours d'eau. Donc ils ont un rôle d'éponge et un rôle de rétention des pollutions diffuses. Donc il y a tout un tas de règles mis en place par les pouvoirs publics, mais aussi adoptées par les agro-industriels, qui aujourd'hui mettent les outils financiers pour accompagner les agriculteurs à changer leurs pratiques, à mettre des couverts intermédiaires au lieu de laisser les sols nus. Les sols nus, c'est de l'érosion pendant l'hiver, on le voit, hein. Dès qu'il y a des gros orages avec des sols nus en hiver, on voit les coulées de boue, etc. Et ça, c'est de la fertilité qui s'en va et qu'on ne retrouvera pas. Donc aujourd'hui, le satellite va jouer un rôle majeur parce que quel que soit l'outil financier qui va être mis en place pour accompagner cette transition, que ce soit les industriels ou les pouvoirs publics, il faudra des outils de contrôle, mais aussi des outils d'accompagnement. Aider les agriculteurs à avancer, à progresser et à montrer que ça marche et qu'ils ne vont pas forcément perdre en rendement ou que la compensation financière sera suffisante pour compenser l'éventuelle baisse de rendement. Voilà pour l'agriculture. Alors l'agriculture, on a vu, ça a un impact très très important sur l'eau. C'est un des premiers consommateurs de l'eau dans la plupart des pays. Donc il y a un vrai conflit d'usage par rapport à l'industrie qui aussi consomme beaucoup d'eau et puis nous autres citoyens qui avons besoin d'eau.
Il y a un autre sujet sur lequel l'agriculture est très très critiquée, bien sûr, c'est la déforestation. Alors pareil, la forêt, on pourra en parler des heures. J'ai fait le choix ce soir là juste de me focaliser sur un sujet qui est très très d'actualité, qui est la déforestation liée à la production agricole. Alors, il y a eu un focus et beaucoup de campagnes menées par des ONG comme Greenpeace, comme Mighty Earth, toutes ces ONG de campagne, qui ont vraiment mis le doigt, en particulier à partir des années 2008-2010, sur un problème majeur qui était une déforestation massive liée à quelques commodités agricoles qui sont dans nos assiettes ou dans nos tubes de dentifrice, hein, tous. L'huile de palme, le soja, le café, le cacao, le bois, en mettant quand même beaucoup l'accent sur les zones tropicales qui étaient quand même des hotspots de biodiversité et où il y avait de par le fait qu'il y avait encore beaucoup de forêts debout et de forêts intactes, la déforestation était massive. Les entreprises ont été attaquées, les ONG ont attaqué des produits iconiques comme Nutella, comme Kit Kat. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fausses pubs Greenpeace sur Kit Kat, où c'était des doigts d'orang-outan qui tombaient des paquets, enfin des choses qui frappaient bien l'œil du consommateur. Alors ça n'a pas tellement changé la consommation, mais ça a quand même interpellé les entreprises qui se sont dit, mais mince, il va falloir quand même qu'on se pose la question. Moi, usine qui fait des barres chocolatées, effectivement, j'ai des camions d'huile de palme qui viennent dans mon usine. J'ai des fèves de cacao, du beurre de cacao qui a été produit quelque part en Afrique. Mais finalement, je ne sais pas où c'est produit. Et je sais pas. On me dit que j'ai de la déforestation, mais je ne le sais pas. Et là, l'image satellite a été un vrai outil pour dire à ces entreprises, voilà, on va travailler sur la traçabilité. Vos productions à vous, elles viennent de tel endroit. Voilà la situation. Effectivement, ce qui est dans le camion près de votre usine, on peut le connecter à une déforestation. Il y a des choses à faire. Donc pendant longtemps, en 2014, il y a eu la déclaration des forêts de New York, où les entreprises et les pouvoirs publics ont dit qu'il faut qu'on mette fin à la déforestation. Bon, c'est pas parce qu'ils l'ont dit que ça s'est passé tout de suite, puisqu'on a même vu une accélération de la déforestation ensuite. Mais bon, il y avait quand même une prise de conscience internationale, des choses se sont mises en place. Et là, il y a quelque chose de tout à fait déterminant qui est en train de se passer, puisque on est dans les dernières étapes du vote. La Commission européenne, en 2021, a mis un texte sur la table, un règlement donc, qui va s'imposer à tous les États membres, ce n'est pas une directive, c'est un règlement, interdisant la déforestation importée. Donc ça veut dire que tous les opérateurs, les traders qui mettent des produits sur le marché européen, donc c'est tous les produits qu'on va tous acheter au supermarché, hein, produits alimentaires, produits cosmétiques, le dentifrice, le shampoing, tous ces produits-là, ne pourront pas être mis sur le marché européen à partir de 2024 si l'opérateur ne peut pas prouver qu'il ne vient pas de la déforestation. Donc les attaques d'ONG dans les années 2010, la prise de conscience des entreprises en 2015 et aujourd'hui la décision de la Commission européenne de légiférer, en 10 ans, il y a vraiment des leviers très très forts qui se sont mis en place pour lutter contre la déforestation. Et l'image satellite va jouer un rôle majeur. D'ailleurs, dans le texte de la Commission, la télédétection et l'observation de la Terre est vue comme l'outil pour les opérateurs de prouver qu'ils ne sont pas liés à la déforestation. Alors, quelques images. Quand on parle de forêt, il suffit même nous de se balader entre la forêt d'Aune, la forêt pyrénéenne, la forêt des Landes. On voit bien qu'une forêt ne ressemble jamais à une autre forêt. Donc là, on a des tapis verts dans les zones équatoriales. Là, on est dans la forêt amazonienne. On peut avoir des forêts sèches ou avec des densités d'arbres beaucoup plus faibles, avec des développements foliaires beaucoup plus faibles. Mais c'est des forêts tout à fait intéressantes pour fixer le sol en termes de biodiversité, de captation de l'eau. Il n'y en a pas beaucoup, et s'il n'y a pas de forêt, il n'y en a plus du tout. Ou des forêts un petit peu étonnantes, comme cette forêt-galerie, qui est une zone de transition entre la forêt équatoriale et la zone de savane au Cameroun. Toutes ces forêts sont menacées. La demande pour les produits bois, pour les commodités, elle est partout. Et donc, toutes les forêts sont menacées. Et on verra que ça ne concerne pas que les zones tropicales, mais ça concerne aussi nos forêts. Les forêts tempérées, les forêts boréales et les forêts européennes sont aussi pas en très bon état. Alors, la télédétection, ça a quand même permis, si ça marche, voilà, ça a permis dans les années 2010, justement, quand cette prise de conscience, de se dire, waouh, mais c'est quoi on parle de déforestation, mais à quoi ça ressemble? Et ben voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur tout, vous voyez la carte en haut ici. Donc on est tous sur le biome amazonien de l'état du Mato Grosso. Hein. C'est grand comme plusieurs fois la France. Et là, on voit en 10 ans, un peu plus même. Rose, ça veut dire que ça a été déforesté. Vert, c'était la forêt. Rose, c'est déforesté. Donc avec là, on est sur un front pionnier. Le principal driver de déforestation, c'est l'élevage intensif. Un animal par hectare.
Donc quand une industrie veut vraiment mettre beaucoup de bétail, le faire paître, etc., un animal par hectare, il faut déforester des milliers d'hectares, tout simplement. On verra que la déforestation peut prendre des formes tout à fait différentes. Il n'y a pas que des fronts pionniers comme ça qui ravagent des milliers, des dizaines de milliers d'hectares sur 10 ans. Ça continue, hein, il suffit de suivre les informations en fonction de l'orientation politique des gouvernements. La déforestation diminue ou accélère. C'est un petit peu malheureusement lié à des décisions pas toujours compréhensibles. Mais voilà à quoi ressemble la déforestation au Brésil. Et l'image a été vraiment le moyen de rendre compte pour tous les décideurs de la vitesse et la magnitude qui étaient associées à la déforestation. Alors après, quand on dit une entreprise, vous allez devoir prouver que vous n'êtes pas lié à la déforestation, la première question c'est ouais, ok, mais la forêt a commencé où, a fini où? Et c'est une question pas si simple que ça. Nous, ça nous paraît évident, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'on est dans certaines zones sur des tapis verts. Il y a de la forêt naturelle, on le voit avec la granularité ici. Il y a des zones plantées, certaines plantées depuis 20 ans, 30 ans. Bon, la déforestation, on ne va pas revenir dessus. Il y a de la déforestation en cours. De temps en temps, il y a des petits patchs de forêt comme ça. Cette forêt, de toute façon, elle n'aura bientôt plus aucune fonctionnalité forestière. Elle est destinée à disparaître, même si on ne la touchait plus. Les arbres vont mourir parce qu'ils ne sont plus connectés au reste de la forêt, ils ne sont plus connectés à l'accès à l'eau, etc. Il y a des zones qui ont été très, très dégradées. Là, c'est des photos qui avaient été prises à l'époque par les industriels qui allaient avec les ONG dans les hélicoptères en disant « mais vous me dites qu'il y a de la déforestation, mais moi, je veux de la forêt très, très dégradée. Est-ce que cette forêt-là, ça vaut vraiment le coup de la laisser debout? Ou est-ce que si j'ai besoin de terre agricole, je n'ai pas intérêt à taper ici plutôt que d'aller gagner sur de la forêt encore plus intacte, à plus forte valeur de biodiversité, un petit peu plus loin ?» Donc il y a eu un gros travail de la communauté scientifique, des industriels, tout le monde s'est mis autour de la table pour définir des standards qui définissent où commence et où finit la forêt. Et l'image satellite a encore été une fois déterminante pour apprécier et trouver ces frontières qui vont permettre de pas juste avoir une injonction vous ne devez pas être connecté à la déforestation, mais de dire comment ça se passe et qu'est-ce qu'on va mesurer. Alors la déforestation, ce que je disais, ça peut prendre des formes très très différentes. Donc là, on est sur l'île de Kalimantan, on est en Malaisie, on est dans la province de Johor en Malaisie. Donc là, le fruit que vous voyez ici, c'est le fruit d'huile de palme. Donc en fait, l'huile de palme vient de la pression de la pulpe, la partie orange. Excusez-moi. Mes gros doigts, c'est pas fait pour. Voilà, donc là, le fruit de palme, donc on extrait de l'huile de la pulpe ici. Donc ça, c'est l'huile de palme qu'on va retrouver dans les cosmétiques, dans la nourriture, à peu près partout. C'est comme ça. C'est une huile assez, si on regarde la partie agronomique, c'est une huile assez magique en fait. Les rendements sont très très forts à l'hectare, ça pousse tout seul, il n'y a pas beaucoup de fertilisants. Et la partie blanche aussi permet de faire des huiles qui sont plus destinées à des lubrifiants industriels ou à la cosmétique. Donc en plus, tout se traite. Et, par contre, la déforestation que ça génère, vous voyez, là vous avez les blocs, on voit bien, donc c'est des plantations d'huile de palme, de palmier à huile plutôt. Et puis la poum, quelques centaines d'hectares qui ont disparu en quelques semaines. On le suit par satellite. Ils y vont au bulldozer, ils détruisent toute la forêt. Ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, la déforestation a l'air de diminuer pour l'huile de palme. Il y a moins de forêt déjà, ça c'est une réalité. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et aujourd'hui, les pays aussi, les industriels se rendent compte qu'à force de déforester, les régimes de pluie ont changé, les sols sont plus aussi fertiles. Et en fait, ils le voient aussi comme une menace pour leur propre business. Voilà, donc il y a un peu un retour de l'histoire. Ça ne sert à rien de continuer à déforester parce qu'à un moment donné, tout ça va se retourner contre la vie industrielle. Mais la déforestation, c'est aussi des choses beaucoup plus petites, mais qui provoquent les mêmes dégâts, qui s'étendent de plus en plus. Donc là, c'est de la déforestation pilotée par le cacao. Là, donc vous avez pour ceux qui n'ont jamais vu une cabosse de cacao, voilà, le cacao, ça ressemble à ça. Les fèves sont là. Et donc on est dans une forêt, une réserve forestière en Côte d'Ivoire, donc personne n'est censé rentrer. Et partout, on a ce genre de petites. Alors on l'appelle la dégradation, on l'appelle la déforestation, mais quand il y en a partout, ça fait des hectares entiers, et c'est 50% de la forêt qui aujourd'hui a été déforestée. Quelques hectares par des illégaux qui rentrent et qui plantent le cacao. Et ça, c'est super dur à détecter parce que autant l'image d'avant, c'est des bulldozers, en une journée, ils vont détruire 100 hectares. Aujourd'hui, on a tous les outils, tous les moyens de l'observer pratiquement en temps réel.
Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Ils nettoient le sous-bois, ils plantent le cacao a besoin d'un peu d'ombre pour grandir, et ils tuent les arbres un par un après quand le cacao est mature. Donc quand on voit la déforestation, c'est trop tard. Le cacao est là, l'arbre a disparu, et puis il y a des familles installées, et voilà, donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on travaille sur des outils avec de l'imagerie, et on a besoin de très haute résolution pour détecter les signes vraiment les plus précurseurs possibles de l'intrusion d'activités illégales. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on peut faire avec l'imagerie, avec la très haute résolution. Donc on a vraiment besoin de tous les outils pour observer ces forêts. Alors ce que je disais, c'est que ce n'est pas que en zone tropicale, il n'y a pas que le cacao, le café, l'huile de palme, là, qui sont des commodités qu'on pourrait un petit peu blacklister parce qu'elles ne sont pas bonnes pour l'environnement. Ça se passe aussi chez nous. Donc là, on est sur un... C'est un petit peu plus difficile à voir, mais on est sur un gros bassin d'approvisionnement, alors qu'on appelle en fibre, hein, donc c'est les produits ligneux. Aux États-Unis, ça sert à quoi? Ça sert au packaging, à faire du carton. Ça sert à faire les granulés bois. Il y a une grosse demande. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont peut-être basculé sur les poêles à bois. Quand vous mettez des granulés, ça vient d'usines qui prennent une partie des récoltes bois. Ils sont censés prendre plutôt la partie petite branche, résidus de sucre, etc. Mais tout ça ne fait qu'accroître la pression sur nos forêts tempérées. On a le même problème en Europe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, vous avez des forêts on va dire naturelles, avec un mix d'espèces, feuillus, conifères. Donc ils vont avoir une certaine fonctionnalité vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de l'eau, toujours la même chose. On va les couper, donc ça c'est encore tout à fait normal, même si aujourd'hui certains disent arrêtez de faire des coupes claires, faites plutôt du prélèvement individuel. C'est pas la peine de couper tous les petits bois, etc. Mais ça prend du temps à changer. Mais le problème, c'est que même quand ils ont coupé une zone comme ça, au lieu de la laisser pousser en régénération naturelle pour obtenir à peu près le même mixte, on part sur des, vous voyez, là, on voit bien la différence de texture, sur du peuplement monoespèce, rotation rapide. Au lieu d'attendre 50 ans pour refaire une coupe, là on attendra 15 ou 20 ans. Et ça, c'est un gros problème parce que d'abord, ça n'a plus du tout la même fonctionnalité. Et puis on l'a vu avec le changement climatique, les feux, les tempêtes, on a des forêts beaucoup moins résilientes à tous les événements et à tout le changement climatique. Donc il y a une prise de conscience, mais elle est aussi chez nous en France. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une émission sur la 5, je crois, il y a 3-4 semaines, qui met bien en évidence ce problème sur nos forêts françaises. Ils avaient choisi une région en particulier qui était le Morvan, où ce genre de conversion très rapide d'écosystèmes forestiers en forêt naturelle, en plantation, pose d'énormes problèmes. Donc la vigilance, ça doit être aussi chez nous. Alors, l'image satellite, ça fait peur parce qu'on voit plein de choses. On se dit, oulala, où on va? Ça déforeste, ça coupe, ça brûle. Mais heureusement, l'image satellite, ça permet aussi d'aider à faire des choses peut-être un peu mieux ou à rétablir un petit peu les écosystèmes forestiers. Je vais vous donner 3 exemples très rapidement. Là, c'est un gros projet qui a eu lieu dans les années 2010 au Brésil. C'était le cadastre rural environnemental. Donc la loi brésilienne, alors, il y avait la bonne couleur politique à l'époque certainement, en espérant que ça revienne, avait décrété que les grandes propriétés foncières dans les grands États, en particulier, alors tout le Brésil, mais en particulier en visant les États amazoniens, toutes les propriétés foncières devaient avoir 30, 20, 40%, ça dépendait des États, de couverts forestiers, que les rivières devaient être protégées par des corridors arborés, qu'il devait y avoir de la connectivité entre les forêts. On ne pouvait pas laisser des espaces forestiers complètement disjoints, sans corridor, donc des éléments forestiers qui étaient voués à disparaître. Et ils ont massivement utilisé l'image Spot 5 à l'époque, c'était du 2,50 m. Donc il y avait des auditeurs qui allaient voir les propriétaires fonciers, qui leur disaient, voilà, ça c'est ta propriété. Et avec l'image, on voit tout. On voit la rivière, on voit les éléments forestiers restants. On va faire le calcul, on va tout tracer à la main, là, ce qui reste. Et puis tu vas t'engager par écrit, parce que c'est la loi qui le demande, à restaurer, à conserver, à rétablir des conditions propices à la biodiversité, au cycle de l'eau, etc. Donc l'image satellite, là, ça a été un outil de mise en place de politiques publiques, et ça va être le cas aussi en Europe dans le cadre de la déforestation importante. Autre cas, la traçabilité. Les entreprises aujourd'hui, beaucoup continuent à se poser la question, mais d'où viennent mes commodités, viennent mes matières premières? L'image satellite, ça permet vraiment de travailler sur la traçabilité, y compris dans les zones les plus compliquées, où c'est des petits planteurs. C'est un des gros défis de la réglementation européenne, ça va être d'identifier et de marquer tous les petits planteurs. Alors ils peuvent être connectés, mais des fois ils ne sont pas connectés. C'est des petites plantations au milieu de paysages agricoles différents ou de forestiers. Et aujourd'hui, l'image va vraiment permettre de travailler sur la traçabilité. Et dernier élément, il y a des capitaux massifs mis en place par les États, mis en place par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale en particulier, mais aussi par le secteur privé pour replanter. Donc là, on est sur la même forêt, la même réserve forestière en Côte d'Ivoire.
Donc tout ça, ce sont des zones qui ont été dégradées par le cacao. Aujourd'hui, les illégaux sont sortis, on leur a trouvé du travail en dehors de la forêt. Et il y a d'énormes capitaux mis en place pour replanter. Donc on voit les layons qui sont mis en place ici pour replanter des arbres avec des densités 100 arbres hectares, 200 arbres hectares en fonction de ce qu'on plante et de la vitesse. Donc là, le but, c'est vraiment de récupérer du couvert forestier et de laisser la forêt tranquille. Et ça va être piloté aussi on va vraiment le monitorer avec l'image satellite, parce que vu les sommes qui sont en jeu, alors au début, il y a des gens dans les travées, ils vont regarder, ils vont soigner l'arbre les 2-3 premières années, puis rapidement, ils ne pourront plus rentrer, où il y aura tellement de surface que ça n'aura plus de sens d'avoir des experts, des auditeurs ou des personnes qui rentrent. Donc il faudra l'outil pour regarder la mortalité, vérifier que tout ça pousse bien, et puis aussi faire de la comptabilité carbone, parce que c'est un enjeu global. Voilà. C'était juste un petit tour rapide de quelques éléments, mais qui montre que l'image n'a pas fini de jouer son rôle là, dans la protection et la préservation de notre environnement. Merci. Michael. La reine des applications. Allô. Déjà. Non, je vais le faire si j'arrive à voir les bons fonctionnements du. C'est bien ça. Alors la cartographie, comme disait Gilles, est peut-être une application reine, c'est nous faire beaucoup d'honneur. On peut la considérer comme très importante parce qu'elle a un caractère particulièrement sensible. Un grand géographe disait que la géographie sert à faire la guerre. La géographie au sens premier, c'est la représentation de la Terre, c'est de la cartographie. Donc effectivement, il y a un caractère immédiatement sensible qui fait que c'est une application qui a drainé des capitaux que n'ont peut-être pas d'autres applications. Alors comment on faisait de la cartographie? On l'a fait d'ailleurs encore comme ça également. On utilisait des avions. On prenait des photos d'un territoire avec les limites que pose un avion. Ça coûtait cher, ça demande des autorisations, ça peut être dangereux. Quand on veut faire une cartographie en bordure de frontière, quand le Bangladesh veut faire de la cartographie sur sa frontière, il est inquiété par les Indiens. Quand les Thaïlandais veulent le faire à proximité de la Birmanie, ils sont inquiétés par les Birmans. Je ne vous parle pas d'Israël ou les petits pays enclavés autour de pays plus hostiles. Ça peut être très compliqué de voler. Dans les années 70-80, quand l'IGN faisait la cartographie du Yémen, régulièrement les avions revenaient avec des impacts de balles. Donc quelquefois, on a même des limites pour l'avion. Et donc, ça a un caractère particulièrement sensible, la cartographie. Chaque nation fait sa cartographie et c'est une manière de visualiser le pays et de le connaître. Donc, ça a un caractère relativement, sensible. La plupart d'ailleurs des instituts cartographiques sont militaires. L'IGN l'a été jusqu'en 1940. Alors, dans les années... fin des années 80, début des années 90, donc arrivée des images spot, ça a été immédiatement une espèce de révolution dans les mentalités et dans les pratiques. Du jour au lendemain, on a eu accès à ce genre d'imagerie, c'est-à-dire ça représentait des imageries accessibles sur tous les pays. Il y a une politique du ciel libre, le satellite vole, on ne peut pas l'empêcher de voler, les images sont accessibles. Donc une grande accessibilité, même en dehors des frontières nationales, avec un système qui n'est pas intrusif. Le satellite, il vole très haut, on ne le voit pas. Il va être en capacité de couvrir des surfaces énormes, là où l'avion, il avait du mal, il lui fallait beaucoup de temps pour traiter des surfaces importantes. Et donc, il fournissait finalement de l'information relativement peu chère au kilomètre carré. Donc ça intéressait immédiatement deux créneaux bien particuliers, les militaires, comme je dirais traditionnellement, puisque soudainement, dans leurs rêves les plus fous, ils se sont vus en capacité de cartographier le territoire national, on savait déjà faire, mais de cartographier les pays d'à côté, absolument sans avoir à rendre compte à qui que ce soit, et les pays qui n'avaient pas les moyens de faire une cartographie traditionnelle. Donc les pays typiquement en voie de développement.
qu'il y avait donc des pays en croissance, une explosion du développement urbain, et qui n'étaient pas en capacité de voir, de visualiser ce qui se passait, et encore moins de le cartographier. Alors, vous voyez donc les images spot, je dirais parmi les premières, entre spot 1, 2 et là, à présent 3. Alors, la végétation est en vert, mais c'est en fait, comme disait Patrick, on n'avait pas les moyens à l'époque de voir la vraie végétation dans sa vraie couleur, mais on était capable de bricoler artificiellement, en post-traitement, un faux vert qui était quelquefois un peu fluo. Bon. Voilà, donc on était en capacité de récupérer une fausse image visible. Alors, j'ai mis en évidence trois points de Toulouse, parce qu'on est dans les années, on a commencé avec, il y avait une image des années tout début, de 86, et puis là on est dans une image de 96. On voit que évidemment la ville de Toulouse s'est beaucoup développée, a beaucoup changé, quelquefois de façon tragique, hein, puisqu'on reconnaît... alors, je ne sais pas où est le laser. Vous le voyez ici à gauche, hein, l'emplacement d'AZF. À l'époque, en 96, il y avait encore l'usine AZF. Maintenant, évidemment, comme vous le savez, suite à la catastrophe, l'espace a été complètement réaménagé. Vous voyez aussi l'autre petit flèche jaune en bas à droite. Ce sont les pistes Air France de Montaudran. Là aussi, c'est un endroit qui a été complètement bouleversé. Actuellement, les pistes Air France n'existent plus et il y a complètement autre chose. Et puis, on voit, la troisième petite flèche, la Cité de l'Espace. Mais en 96, elle n'était pas encore... les travaux commençaient, elle n'était pas encore achevée. Donc voilà ce qu'on avait, c'était une résolution de 10 mètres. Mais c'était déjà colossal. Alors, vous voyez aussi ce qu'on est en capacité de voir, parce que pour faire de la cartographie, il faut une capacité de voir des détails pour les dessiner, hein, pour les représenter, et puis une capacité de les positionner avec une qualité géométrique suffisante. Alors, ces images spot, je dirais du début, avaient un positionnement natif qui était de quelques centaines de mètres. Donc c'était à la fois pas beaucoup et puis beaucoup. Pour la cartographie, c'était pas forcément suffisant, donc il fallait recaler ces images. C'était justement, l'IGN a beaucoup travaillé sur ces aspects de traitement pour aboutir à ce qu'on appelle une ortho-image. C'est une image dont on a corrigé les distorsions afin de la rendre superposable à des cartes existantes. Donc à l'époque, on n'avait pas de moyens de calage très précis. Donc, et vous voyez aussi que le niveau de détail, on voit pas les maisons complètement, on voit les réseaux routiers principaux. Donc à l'époque, on utilisait ces images pour faire ce qu'on appelle des petites échelles, c'est-à-dire des échelles au 200 millième, au 100 millième, ce qui était déjà beaucoup pour l'époque. Alors, bon, la qualité graphique n'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est juste pour vous reconstituer un petit peu l'historique de l'époque. Les premiers documents cartographiques qu'on a fait à l'époque, d'ailleurs c'était pour des militaires, on a commencé par faire ce qu'on a appelé des spatiocartes. Il faut imaginer que quand Spot est arrivé dans fin des années 80 et des années 90, c'était les premières images numériques qu'on avait. Il y a même encore quelques utilisateurs qui utilisaient même des films, hein, des images analogiques. Donc il n'y avait pas encore tous les logiciels puissants, répandus pour faire tous les traitements possibles et imaginables. Et notamment le dessin dessiné en numérique était compliqué. Ça se faisait, mais c'était compliqué. Et donc pour des raisons de coût et de rapidité, eh bien, les premiers produits qu'on faisait, c'était en fait de l'image, mais alors mise en géométrie, hein, corrigée, c'est-à-dire qu'on pouvait mesurer des coordonnées, et puis on rajoutait quelques surcharges par-dessus, un habillage, hein, pour faire un peu carte, et puis voilà les produits qu'on faisait notamment pour les militaires. Alors, les militaires, ça leur allait parce qu'ils avaient une tradition de photo-interprète, c'est-à-dire que eux, depuis l'arrivée de l'avion et des caméras vues du dessus,
ils interprétaient les images, donc ce n'était pas forcément un problème. C'était plus compliqué dans le milieu civil pour faire adopter ce genre de produit. Bon, c'était une étape, je dirais. Alors ici, vous voyez l'avantage que présentait le satellite. Là, c'est le Mali couvert par Spot 6. Il faut imaginer que le Mali, c'est quand même 1 200 000 km², donc c'est un très grand pays. Ça doit être plus de 2 fois la France. Et là, les acquisitions sur le Mali ont pris quelques mois. Donc c'est rien. Pour vous donner une idée, en France, avec la photographie aérienne, et la flotte actuelle de l'IGN, on a du mal à couvrir la France en 3 ou 4 ans. Donc là, en quelques mois, sur une surface qui est plus du double de la France, on a une vue complète du pays. Donc ça, cette mosaïque d'images a été utilisée à l'époque pour faire une cartographie au 200 millième. C'était l'IGN qui avait, à partir de fonds européens, parce que l'Europe avait compris que finalement la carte était la première étape du développement, parce que pour pouvoir se développer, il faut savoir où sont les infrastructures, où sont les gens. Donc l'Union européenne avait accepté de financer des grands projets de production de cartes civiles. Et donc ça a été utilisé pour faire la cartographie du Mali au 200 millième. Et c'était peu de temps avant les événements au Mali, vous vous souvenez. Et donc cette mosaïque a eu un double usage, je dirais civilo-militaire. Alors, pour la cartographie, je mentionnais le fait qu'il fallait du positionnement. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut localiser les images, corriger ces distorsions pour que les coordonnées extraites en X, Y, voire en Z, soient les plus précis possibles. Et donc, le positionnement natif des satellites étant pas très bon, comme je vous le disais, il a fallu créer des bases de calage. Et donc, Spot Images à l'époque, Airbus maintenant, avec l'IGN, ont créé un référentiel mondial de calage d'images. Ça aussi, c'était quelque chose, ça reste quelque chose d'unique au monde. On a fait évoluer ce référentiel maintenant. Il atteint une précision de 3 mètres, le référentiel actuel de calage. Et là, ce que vous voyez, c'est la partie altimétrique de ce référentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle numérique d'élévation, qui représente la surface de la Terre en 3D. Là, c'est un extrait sur le Sénégal. Alors, ce genre de données est très important pour caler les images. Et puis aussi en cartographie, comme vous le savez, sur les cartes, on a aussi des courbes de niveau qui représentent la vision du relief. Et les courbes de niveau sont extraites de ce genre de modèle 3D, qu'on appelle, pour ceux qui ont participé à cette aventure, référence 3D. Alors, ce qui était intéressant sur le Sénégal, parce qu'il s'agissait de faire la cartographie du Sénégal dans ces programmes européens que j'ai mentionnés, que faisait l'IGN à partir de nos images. Ce qui était intéressant, c'est que quand on s'est mis à faire ce genre de produit, on a eu une vision 3D de la Terre globale qu'on n'avait pas à l'époque. On avait des petites visions partielles, on n'avait rien d'aussi global. Et ça a été l'occasion de s'apercevoir que, par exemple, au Sénégal, alors je ne sais toujours pas où est le laser, mais vous voyez peut-être la structure ronde qui est ici. En fait, c'est un impact d'astéroïdes, un impact qui s'est passé il y a peut-être des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Et il en reste la trace dans la surface topographique. Donc c'est un cratère qui fait plusieurs kilomètres de large. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette vision, ce recul pour le mesurer. Alors donc, pour vous donner une illustration, dans cette cartographie, là en l'occurrence au 200 millième du Sénégal, faite par l'IGN à partir de nos images, vous voyez une des images spot couvrant le Sénégal. Et pour vous donner une idée, voilà la carte que l'IGN a faite à partir de ces images. Donc ce qui est particulièrement intéressant, c'est encore une fois, pas d'autorisation à demander, des surfaces énormes couvertes et beaucoup moins de terrain que ce qu'on fait en cartographie traditionnelle. Donc du coup, une cartographie qui était pas chère et donc abordable par des fonds européens ou des pays en voie de développement. Alors, vous savez déjà que la France est une grande nation de l'observation de la Terre et du spatial. C'est également une grande nation de la cartographie.
Donc les deux se marient plutôt bien. Et la France fait partie d'une coalition de pays, une coalition militaire qui est dirigée par les Américains pour cartographier la planète et pour partager. Ensuite, chacun fait une production et puis on met toutes ces cartes dans un pot commun. Et puis comme ça, quand un des pays de l'Alliance va sur un théâtre d'opération, et ben, il puise dans le pot et il a la cartographie correspondante. Toutes ces cartographies sont faites à partir d'images spatiales. Et la France est un des pays producteurs, un des plus grands pays producteurs de cette alliance. Donc c'est à noter. Et le deuxième point, c'est le seul pays avec les Américains à utiliser des données souveraines. C'est-à-dire que la France fait sa cartographie à partir de données 100% françaises, ce que ne sont pas en capacité de faire les autres pays, à part les États-Unis. Donc c'est véritablement à noter. Et donc il y a des programmes qui sont considérables, en termes de volume. On produit chaque année, là, actuellement pour la défense, à peu près 7 millions de kilomètres carrés de données géographiques. Donc c'est considérable. Voilà. C'est peut-être en ça qu'elle est reine, c'est au moins par la quantité. Alors les satellites et les résolutions progressant, les échelles progressent. Sont de plus en plus détaillées. Donc on était parti d'échelles au 200 millième, au 100 millième. Là, on est on est au Tibet, à Lhasa. Donc on voit un certain nombre de montagnes. Et vous voyez la cartographie qui a été faite. Il s'agit d'images spot 6-7, donc 1,50 m de résolution. Et là, on a fait une carte au 50 millième, sans aller sur le terrain. Les courbes de niveau proviennent d'un modèle numérique d'élévation qui a été fait par stéréoscopie. C'est-à-dire que pour obtenir ce relief, on a besoin de 2 images pour avoir un effet comme les yeux humains. Les yeux humains, on voit la profondeur parce qu'on a 2 yeux, qui permet d'appréhender la profondeur. C'est le même principe pour extraire le relief, avec 2 images, au moins 2 images. On produit une description du relief et on en déduit des courbes de niveau. Pléiade, résolution supplémentaire. Donc on passe là aussi à un niveau de détail encore supérieur. Donc là on est sur une zone en Amérique du Sud, au Venezuela, Zuelta, et vous voyez une carte qui est une carte au 5 millième. Donc on arrive à des détails extrêmement précis où chaque bâtiment est individualisé, chaque chemin, chaque route va être matérialisé. C'est un niveau de détail auquel on rêvait même pas dans les années 80 quand on a lancé le premier satellite Spot. Alors, l'image sert à d'autres applications de type cartographique. L'image spatiale a l'avantage le satellite tournant en permanence. On peut acquérir à tout moment, tous les jours, on peut acquérir de la donnée. Par rapport ne serait-ce qu'aux bases de données aériennes dont on dispose, qui ont besoin il faut du temps pour acquérir de la donnée aérienne. Même en France, la base de données d'images aériennes n'est pas forcément à jour. Donc quand des opérateurs font des opérations de construction d'infrastructures, l'image spatiale peut fournir l'image la plus récente du territoire. Quand il s'agit de faire des études d'impact, par exemple, lorsque je vais installer une route, où est-ce que je peux la mettre pour exproprier peut-être le moins de personnes possible, parce qu'il y a des coûts associés, des coûts humains, mais des coûts financiers aussi. Où est-ce que je peux placer ma route pour que mon projet soit optimisé? À droite, c'était la construction du métro, donc c'est un document IGN. C'est pour la construction du métro de Toulouse, où l'IGN a utilisé des images Pléiade pour faire une étude d'impact avant et puis après la construction du métro. Parce qu'il y avait des données cartographiques, mais pas assez récentes. Et regardez ce qu'on peut en faire aussi pour les pays en voie de développement, dans une application qui serait plus... développement du territoire. Ces pays, comme je vous disais, ces pays en voie de développement, ils ont un gros souci qui est de savoir où les populations sont, parce qu'il y a une croissance anarchique,
il y a des développements urbains informels, des bidonvilles qui se forment, et les pouvoirs publics locaux ne sont pas forcément en capacité de les mesurer. Si on veut développer un réseau d'eau, un réseau électrique, il faut avoir une idée des masses de gens qu'on va avoir à desservir, si je puis dire. Là, vous voyez une image, je crois, de mémoire, parce que je n'ai pas mes lunettes, mais de 2008. On est au Botswana, et vous avez la même image 4 ans plus tard, où vous voyez un accroissement des villes c'est presque démesuré. Le poids que ça représente pour les autorités locales, c'est énorme. Alors, le Botswana est voisin du Zimbabwe. Le Zimbabwe, dans ces années-là, avait des problèmes internes qui faisaient qu'une partie de sa population fuyait au Botswana et venait remplir les villes et faire un accroissement un peu anarchique. Et le moyen de suivre ça, de le cartographier et donc d'essayer d'accompagner ce mouvement en termes de développement, c'était l'utilisation d'images spatiales. Alors, comme je vous disais, la cartographie, c'est pas que du 2D, c'est aussi du 3D. Donc vous avez vu ce qu'on faisait à l'époque avec Spot à un niveau pratiquement mondial, le produit que j'ai appelé référence 3D. On peut faire des produits plus locaux en 3D avec Pléiade et du coup plus détaillés. Là, on est sur Téhéran, en Iran. Et vous voyez ici en teinte grise le modèle numérique d'élévation réalisé à partir d'un couple stéréo Pléiade. Donc, étant donné le niveau de résolution de Pléiade, et bien là, cette fois, on a une vue 3D du moindre bâtiment. Ça devient extrêmement impressionnant. Alors, il y a un estompage qui n'est pas natif. On a simulé un éclairage qui permet de mieux voir le relief. Mais c'est assez impressionnant, le niveau de détail qu'on est capable de voir. Donc, encore une fois, depuis l'espace. Alors, je vais essayer de lancer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une simulation de vol de Rafale. Donc, on a utilisé une ficelle de vol, c'est-à-dire une vraie trajectoire de Rafale. Et on l'a utilisé on est au-dessus des Pyrénées, là, au-dessus d'Andorre. Et donc, on a simulé, à partir d'images Pléiades et d'un relief qui a été reconstitué à partir de stéréo spatial, un vol de Rafale, tel que pourrait le voir le pilote du Rafale. Sauf que là, évidemment, c'est une simulation. Et donc, vous voyez, ça permet d'appréhender deux choses. Le niveau de détail du relief lui-même, tel que Pléiade permet de le calculer, et le niveau de détail de l'image elle-même. Donc l'image superposée au 3D permet ce genre de simulation assez impressionnante. Cette simulation a été générée par les outils de l'IGN. Alors ça donne un peu le tournis. C'est là qu'on voit que alors, c'est pas forcément à la vitesse du Rafale. Mais en tout cas, ça permet de voir que les pilotes peuvent se permettre un certain nombre de vols relativement bas. Ils n'ont pas forcément froid aux yeux. Donc ce genre de modèle 3D simulé est évidemment quelque chose qui est très prisé par le monde militaire. Déjà pour de l'entraînement, pour des simulateurs d'entraînement, mais également pour de la préparation de missions. C'est très intéressant, comme vous l'imaginez, d'être en capacité de voir à quoi ressemble le théâtre sur lequel vont intervenir un certain nombre de troupes. Voilà. Alors on arrive à Pléiade Néo, donc là on passe du 50 cm de Pléiade à du 30 cm. On passe aussi, mine de rien, il y a un glissement. On passe de satellites institutionnels, étatiques, à des satellites privés, Spot 6-7, puis Pléiade Néo. C'est pas complètement anodin. Enfin, le Pléiade Néo est un héritier d'une histoire, qui est d'abord une histoire étatique, un investissement fait sur pratiquement 60 ans. Bon, il y a un certain nombre de pionniers dans cette salle, de visionnaires. Donc
il faut le reconnaître, si on est actuellement vraiment dans la poignée des pays leaders en termes d'imagerie spatiale, c'est grâce à toute cette histoire et notamment cet investissement étatique, dont maintenant Airbus est, je dirais, l'héritier. Donc Pléiades Neo, 30 cm, on arrive encore à un niveau supplémentaire. On va accéder à des échelles, alors le 5 millième qu'on commençait à effleurer avec Pléiades, on va même essayer d'aller plus loin, pratiquement jusqu'au 2 millième, à des échelles qui sont presque des échelles de type cadastre. Et vous le voyez là, chaque bâtiment est parfaitement visible, c'est-à-dire qu'un cartographe va être en capacité de dessiner le moindre bâtiment, les pentes des toits, il y a énormément d'applications urbaines qui nécessitent d'avoir une description des toits, pour positionner des panneaux photovoltaïques, pour des simulations de propagation, pour des calculs d'îlots de chaleur, enfin, il y a énormément d'applications qui nécessitent ce niveau de détail. Paris, pour vous montrer là encore la richesse, notamment sur les toits, hein, le fait qu'avec des vues obliques, on ait une description des façades, ça c'est intéressant pour certains modèles 3D, j'y reviendrai. Toulouse, là aussi une vue très oblique, hein, qui permet de voir la façade du Capitole, et comme disait Gilles, on voit les gens, c'est assez nouveau. Quelquefois avec Pléiades, on apercevait des ombres. Là, on voit les ombres, mais on peut voir aussi le point correspondant aux personnes. Sur des images africaines, on peut compter les troupeaux de vaches. Bon, après, il faut trouver les applications derrière, hein, mais c'est pour juger de la qualité de cette image, encore une fois, depuis 620 km d'altitude. Un petit clin d'œil. Vous vous souvenez de l'entrée des talibans à Kaboul, donc c'était à l'été 2021. C'était à une époque où toutes les capacités d'observation de la Terre, civile, militaire, étaient braquées sur Kaboul, et plus spécialement sur l'aéroport de Kaboul, puisqu'une masse de personnes convergeait vers l'aéroport pour s'échapper. Et donc, évidemment, Pléiades Neo était également braqué sur Kaboul. Et à cette occasion, on a eu l'occasion de voir un drone, probablement un drone américain, qui lui-même surveillait la zone. Encore une fois, tout le monde mettait ses moyens d'observation en action pour voir ce qui se passait sur Kaboul. Avec Pléiades Neo, en un clic, on voyait beaucoup plus que ce que voyait le drone. Bon, peut-être pas forcément à la même résolution. En termes de capacité 3D, vous voyez le château de Versailles. C'est une vue Pléiades Neo, panchromatique. Le panchromatique, il est visualisé en noir et blanc. Et vous voyez, là, réalisé par l'IGN également, le modèle numérique d'élévation du château de Versailles à partir d'un couple stéroscopique Pléiades Neo. Alors, on a effectivement une description des toits qui est très intéressante, mais vous voyez aussi les jardins. Là, le nôtre, eh ben, on voit l'empreinte des haies, qui sont elles-mêmes pas très hautes et pas très larges, hein. Mais le niveau de détail est tellement impressionnant qu'il arrive à matérialiser ces haies et ces bosquets, et fait qu'on arrive à avoir ce motif sur les jardins qui est assez impressionnant. Alors, je ne résiste pas à vous refaire un petit film, mais cette fois à partir de Pléiades Neo. Donc ça, c'est un modèle 3D texturé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là, pour le coup, c'est constitué de pratiquement une douzaine d'images, Pléiades Neo, parce qu'il s'agit de prendre des images d'un peu toutes les directions pour éviter d'avoir des faces cachées, des rues qui seraient pas vues. Donc c'est assez consommateur en nombre d'images, mais par contre, le résultat est très impressionnant. Là, vous pouvez réellement juger de la finesse de Pléiades Neo. Bon, les véhicules sont particulièrement visibles, hein. On fait la différence entre un pick-up, entre une berline, sans compter les camions et les camionnettes. On a accès au mobilier urbain, ce qu'on ne voyait pas vraiment avec Pléiades. On va voir les lampadaires, on va voir toutes les peintures au sol, qu'on voyait déjà un petit peu avec Pléiades, mais on les voit encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est un modèle 3D, c'est-à-dire qu'on peut aller mesurer dedans des coordonnées en X, Y, Z extrêmement précises, et donc qui offre une vue très réaliste
du terrain. Voilà, alors pour terminer, une image de Pléiades Néo de Seattle aux États-Unis. Alors, vous pouvez déjà voir que sur le terrain de football, je ne sais pas ce que c'est, football américain probablement, ou quelque chose comme ça, on voit les regroupements des joueurs, on voit les gens dans les tribunes, vous les voyez là-haut, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis, si vous regardez ce bâtiment-là, un peu sur la droite, on dirait qu'il y a une espèce d'araignée géante. Et puis on la voit en 3D, on voit l'ombre de l'araignée, c'est assez impressionnant. Donc qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai fait un petit zoom sur ce bâtiment là pour voir un petit peu ce qui se passait. Puis j'ai fait des recherches sur Internet. Et en fait, c'était une performance d'artiste, un artiste américain qui s'appelle Martin Peterson, qui avait dessiné 2 araignées et qui avait fait un faux relief. Elles sont peintes sur le toit, et donc il avait peint les ombres. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que, regardez par rapport à l'artiste, les pattes de l'araignée sont particulièrement fines. Alors après, elles sont très contrastées par rapport au toit, donc du coup, elles impressionnent le pixel suffisamment pour qu'elles se retrouvent sur une image à 30 cm de résolution. Alors, l'image, il y a quelques années entre les deux, hein, donc je pense aussi que la peinture n'a peut-être pas forcément très très bien tenu, mais le résultat est le résultat est impressionnant. On le voit depuis l'espace et on le voit avec Pléiades Néo. Voilà le petit tour de la cartographie à partir d'images spatiales. Je vous remercie. Alors, il y a peut-être quelques questions. Je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle. En parallèle, je vais lancer quelque chose pour ceux qui n'en ont pas encore assez, mais on ne va rien commenter, on va laisser défiler des images. C'est Pauline qui m'a passé ça. Ça pourrait être un quiz, mais on n'a pas le temps, donc on va mettre juste défiler quelques belles images de Pléiades Néo acquises depuis en gros une année. Ça tourne ? Ça tourne tout seul ? Ouais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On espère qu'on ne vous a pas trop ennuyé avec nos images. Bonsoir, merci pour cette magnifique rappel historique, notamment que vous avez fait sur l'histoire des images faites à Toulouse. C'est impressionnant de voir tout le travail qui a été fait par nos industriels et nos scientifiques. Et il y a un mot qui m'a un peu manqué dans la conférence, c'est le mot Copernicus. On a parlé du rôle des États et des centres de recherche sur toute cette avancée formidable qui nous place parmi les plus grands pays au niveau de l'image satellite. Mais il serait peut-être bien aussi de rappeler que le programme européen Copernicus est aujourd'hui un outil fantastique pour le développement de toutes les activités d'imagerie spatiale, qu'elles soient dans l'imagerie optique ou l'imagerie radar dont on n'a pas trop parlé. Et rappelez notamment que la Cité a fait l'année dernière, au mois de novembre, une exposition photo d'images satellites sur le congrès qu'il y a eu sur Mieux habiter la Terre. Et on a pu voir comment l'image satellite était un outil au service d'un enjeu majeur aujourd'hui qui est le changement climatique. Et une dernière remarque rapide à propos de ce que vous avez dit sur le rôle des politiques par rapport à l'image satellite. Rappelez qu'en 2019, Jair Bolsonaro a licencié le directeur général de l'agence spatiale brésilienne et diffusé des images témoignant de ce qui se passe en Amazonie et des défrichements exceptionnels qui ont été faits durant son passage, hélas, tragique pour le climat. Merci. Merci. Juste peut-être sur Copernicus, on a fait allusion aux images Sentinelle-2, donc qui sont effectivement un des principaux satellites du programme Copernicus.
Là, on a mis effectivement l'accent sur... Et le radar, on a délibérément choisi de ne pas en parler. C'est pas l'activité principale faite à Toulouse. On a voulu centrer, zoomer sur Toulouse, l'optique. J'allais dire, peut-être un peu méchamment vis-à-vis de mes collègues allemands, la télévision en couleur par rapport à la télévision en noir et blanc. Une autre question ? Il y a une question par ici. D'abord, ah oui, écoutez, je vous remercie parce que bon, moi, j'ai pas la science de tous ces gens assis là, mais j'ai trouvé vraiment extraordinaire cet apport de l'imagerie et tout ce que vous nous avez présenté était vraiment fort intéressant et passionnant. On ignore un peu la grandeur de notre pays et le pouvoir surtout de ces technologies toulousaines. Donc vraiment, merci pour les 3 témoignages qui étaient vraiment, les 3 conférences qui étaient extra. Et je me posais une question parce que quand on voit toute l'importance de ces images qui peuvent être effectivement dans le domaine de l'agriculture, des plans donc militaires, et vous dites que c'est des images qui sont libres d'accès. Donc je me dis, est-ce ça va pas entraîner une guerre des images, une guerre des satellites quand on voit l'enjeu que constitue l'apport de toutes ces images qui peuvent arriver en temps réel et tout. Et là, pendant la guerre d'Ukraine, ça doit être extraordinaire, l'apport de tout. C'est tout ce que vous pouvez apporter par la captation de ces images. Voilà, non, je me disais, et ça doit être drôlement prisé, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une... Alors peut-être un commentaire, on n'a pas insisté là-dessus, mais il y a toute la question des modèles économiques, des choix de distribution des images. On vous a montré en fait deux choses assez différentes. Patrick a beaucoup parlé de Sentinel-2 et donc du programme Copernicus. Dans ce programme, c'est une politique de distribution des données libre et gratuite. C'est-à-dire que n'importe qui, partout dans le monde, peut accéder aux images. On pourrait peut-être se demander si l'absence totale de restrictions n'est pas un problème, mais il faut savoir qu'en quelques années, Copernicus, on partait quand même d'assez loin. En matière de coopération internationale, le programme de référence jusqu'au début des années 2000, c'était Landsat. C'était le programme américain de l'USGS avec la même politique de données. C'est libre, c'est gratuit, vous utilisez comme vous voulez. Copernicus a fait le même choix et c'est un des 2 modèles. Toutes les autres images qu'on a montrées ce soir, c'est un modèle qui est un modèle commercial, c'est-à-dire qu'il y a une société privée qui s'est appelée Spot Image au début, qui s'appelle aujourd'hui Airbus Defence and Space. Alors c'est la partie dite intelligence. Son modèle, c'est un modèle de commercialisation des images, quel que soit le type de client. Client privé, client institutionnel ou client militaire. Donc il y a vraiment les 2 modèles. Il y a aussi, il faut être clair, une multiplication du nombre d'acteurs. Je crois qu'on a un petit souci. Ça va être pas terrible pour les prochaines images à acquérir, mais on va peut-être retrouver la lumière. Donc modèle commercial. Il y a beaucoup de monde qui s'est lancé là-dedans. Le New Space a entraîné la création de beaucoup de sociétés actives qui ont misé sur des plus petits satellites aussi, donc des CubeSats, des satellites de taille moyenne. Une société, par exemple, très connue, c'est la société qui s'appelle aujourd'hui Planet. Sur le modèle d'Airbus Defence and Space, il y a un choix délibéré qui est d'aller vers la très haute résolution. Il y a un concurrent principal qui est la société Maxar aux États-Unis, qui travaille aussi pour... C'est moi qui ai tout cassé ? Non. Donc la société américaine Maxar, qui a à peu près le même modèle, qui a les mêmes gammes de satellites, la résolution de 30 cm, et on cherche à aller plus loin. Et on estime, on est les 2 champions dans cette catégorie de produits. D'autres acteurs visent des résolutions plus modestes, mais en ayant une revisite, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la capacité de revenir
plus fréquemment au-dessus d'une même zone, donc pour des applications qui seraient plus demandeuses de revisite que de résolution. Il y a vraiment en ce moment un dynamisme dans le spatial de l'observation de la Terre qui est très intéressant. De plus en plus de pays qui décident d'acquérir aussi leur... on va laisser tomber la projection. De plus en plus de pays qui se dotent de leur propre capacité. Donc c'est à la fois un intérêt pour les fabricants de satellites, ça peut être une menace pour les vendeurs d'images satellites, comme Airbus Defence and Space, qui a les deux casquettes. C'est une grosse compétition avec des pays leaders dans ces domaines-là. Les États-Unis, bien sûr, il y a la Corée, il y a d'autres pays qui ont développé des capacités d'observation de la Terre. Donc c'est vraiment un monde où ça bouge beaucoup. On espère, nous, que les choix qui ont été faits de miser sur la résolution avec une bonne revisite, les 4 satellites Pléiades Néo, on va avoir une machine qui va permettre de prendre au moins, pas tous les points de la Terre tous les jours, mais tous les points qu'on veut voir plus d'une fois par jour. Donc c'est un choix, une stratégie commerciale, une stratégie d'entreprise. Il y a d'autres stratégies que d'autres entreprises déploient. Est-ce que la Russie, elle a cette technologie aussi d'imagerie spatiale? Oui, il y a toutes les grandes puissances spatiales ont une technologie d'observation de la Terre. Vous avez vu, je pense que c'était pas un message subliminal, mais qu'il y a à la fois en termes de résolution, en termes de marché, il y a une relation complexe entre les applications militaires et les applications civiles. On l'a vu très bien avec la cartographie de Michael. Des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, bien sûr, le Brésil, ont des capacités d'observation de la Terre, à la fois militaires, institutionnelles. La Chine est très, très dynamique. Elle a des capacités militaires, mais on voit arriver très bientôt aussi la Chine sur le marché commercial. Donc c'est effectivement un marché où ça bouge beaucoup et où, il faut rester. C'est une activité de compétition, donc il faut tenter de rester les champions, ou au moins parmi le club des champions. C'est ce qu'on essaye de faire avec les nouvelles générations de satellites. Peut-être encore une question ou deux. On a peut-être été un peu long, on vous a assommé. Peut-être un commentaire aussi pour ceux qui voudraient... la conférence a été enregistrée. On a choisi de ne pas la diffuser en direct. C'était un peu trop compliqué pour nous. Et par contre, elle va être mise à disposition sur YouTube dans les jours qui viennent. Donc, si vous voulez la revoir ou la proposer à des personnes en dehors de Toulouse, elle sera en ligne, je pense, d'ici une semaine. Question? Pas? Non? Sinon, je vous remercie. Merci aux intervenants. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette intervention. On espère que vous avez appris des choses, même si certains d'entre vous étaient un petit peu au courant. Je reprends très rapidement ma casquette des Amis de la Cité de l'Espace. Prochaine conférence, je crois, le 16 novembre, sur Mars, avec une table ronde, avec des intervenants. Le programme va être bientôt annoncé, comme d'habitude, sur Eventbrite. Et un rendez-vous de fin d'année, le 5 décembre, c'est notre soirée annuelle de remise des prix. On fête les 25 ans de l'association, donc il y aura quelques témoignages sur la vie de l'association. C'est également les 25 ans de la Cité de l'Espace. Et de manière exceptionnelle, on a décidé d'attribuer notre Grand Prix à l'ensemble de la Cité de l'Espace et ses personnels pour les 25 ans de présence à Toulouse, que vous avez pu deviner sur les images satellites. Le prix des Amis, qui récompense plutôt une personne qui agit dans le domaine de la culture spatiale, a été décerné cette année à Isabelle Desenclos, qui est une femme ingénieure chez Airbus Defence and Space
et qui fait un très gros travail de vulgarisation sur les réseaux sociaux, son blog, sa chaîne YouTube, et qui est également très actif dans le domaine de la parité dans les activités spatiales, la sensibilisation des jeunes filles aux carrières du spatial. Donc c'est Isabelle Desenclos qui sera honorée cette année du prix des Amis. Donc je vous invite à suivre les annonces qu'on va faire prochainement, vous inscrire soit à nos nouvelles conférences, soit à cette soirée. Pour les adhérents, il est toujours possible d'adhérer. C'est d'ailleurs le bon moment pour le faire. On est en fin d'année, on va démarrer une nouvelle année civile. Les adhérents peuvent bénéficier aussi d'opérations qu'on appelle les samedis découvertes, qui sont organisées en gros une fois par mois, un peu plus en ce moment, qui sont des choses en plus petit comité, avec 25, 30 personnes, un intervenant ou plusieurs intervenants pour découvrir différents sujets autour de la Cité de l'Espace ou du spatial en général. Voilà, ça se trouve sur notre programme qui doit être en ligne sur notre site internet et notre blog. Merci beaucoup. Merci à nouveau à tout le monde, à l'accueil de la Cité de l'Espace, aux équipes de la Cité de l'Espace qui nous ont aussi beaucoup aidé à caler cette conférence. Et j'espère que vous avez apprécié la projection sur l'écran IMAX. Le prochain défi, ça c'est un message pour Philippe, c'est d'essayer d'utiliser le projecteur IMAX proprement dit pour aller encore plus loin dans la haute résolution. On n'en est pas encore là. Merci. Bonne beaucoup. soirée.